très important dessus demain pour comprendre, le temps de permettre aux autorités impliquées dans cette affaire-là de nous rendre compte de ce qui se passe au Cameroun. On aura sûrement l'occasion d'en parler. Mais pour l'heure, nous avons deux sujets à l'ordre du jour. On va parler de logement au Cameroun. On le sait, la période de rentrée des classes, c'est très souvent une période où il y a beaucoup de mouvements parlant de l'immobilier au Cameroun, entre les affectations et les déplacements pour les établissements scolaires des enfants. Beaucoup de Camerounais cherchent des maisons à louer. Il faut dire que c'est l'occasion de constater le calvaire qui est celui de cela pour pouvoir avoir un domicile entre le coût qui est exorbitant et l'accessibilité même à ces logements-là. On aura l'occasion d'éplucher cette actualité aujourd'hui. Et puis on va parler de lutte contre la consommation de stupéfiants en parlant bien sûr de délinquance juvénile. On le sait, depuis quelques années déjà, c'est un véritable combat au Cameroun. Réussir à canaliser cette jeunesse qui a de plus en plus tendance à se diriger vers des dérives. Et c'est un combat qui aujourd'hui semble sans fin, puisque le bout du tunnel, avec les microbes qui ressortent de l'autre côté, semble ne pas être prêt d'être atteint. Je vous propose de vous installer confortablement chez vous. Le temps d'une respiration, on dit bonsoir au panel qui nous accompagne. Inch'Allah, reste et demeure le même. Le 699 13 50 75. Et bien sûr, nos amis des réseaux sociaux peuvent bien sûr via notre plateforme Facebook Info TV Cameroun se connecter et avoir ainsi l'opportunité même de réagir via cette page officielle d'Info Télévision. Et on se fera le bonheur de rendre solennel ces messages-là. Une fois que je l'ai dit, bonsoir à Monsieur Lim. À travers cette épreuve difficile avec les inondations. Et je voudrais saluer l'action du chef de l'État qui, n'est-ce pas, n'a pas tardé à venir à leur secours. Après l'échange, le débat que nous avons eu sur le sujet, je crois que moins de 24 heures après, le chef de l'État a dépêché une aide importante en leur attention. Et je pense que la situation, même si elle n'est pas encore maîtrisée en ce qui concerne une solution définitive, tout au moins il y a un soulagement grâce à l'aide qu'on nous apporte depuis quelques jours. Je voudrais donc leur réserver mon bonsoir citoyen et fraternel pour leur dire de rester courageux durant toute cette épreuve. D'accord, merci d'être là ce soir. Pierre Julien Satibak est avec nous. C'est une première sur le plateau du Grand Soir. Il est président du Conseil régional jeune pour ce qui est du centre. Et c'est un bonheur de l'accueillir sur ce plateau. Bienvenue, président. Merci beaucoup, Madame Rosalie, de m'accueillir sur votre plateau. C'est vrai que je suis déjà un habitué d'Info TV avec l'émission. J'ai précisé le Grand Soir. Oui, justement. Ok. Je vous remercie de m'avoir convié à cette émission. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une première. Et je profite de l'occasion pour passer un chaleureux bonsoir à mes copanélistes et à vos milliers de téléspectateurs. Et comme quand j'accueille souvent un nouveau venu dans la maison, je lui donne les règles du jeu dans notre maison, tu vois. Ici, c'est comme la reine. Donc chacun vient avec ses balles, ses armes, ses grenades, ses papiers, tout ce qu'il veut. Et puis si on te donne l'hypercute, tu donnes savate. Tu vois le truc? Ça marche. Donc on est à l'aise, on ne gère pas les cheveux blancs, la barbe blanche, on discute. Mais dans le respect. Tu vois un peu le char. Donc là, je parle un peu comme vous les jeunes pour qu'on se comprenne. Et je suis le seul arbitre. Avec quand je siffle, tout le monde s'arrête. Ça marche. Même si tu étais sur la tête de tout, tu descends d'abord. Tu dis qu'on a sifflé, l'arbitre a sifflé. Tu respires avant de repartir en abordage. Donc aucun complexe. Ok? Ça marche. Bienvenue à la maison. C'est un plaisir de t'accueillir dans cette grande famille qui est bien entendu le Grand Soir. Juste à côté de toi, lui aussi, il fait les déplacements. Je crois que j'ai porté les gens pour les ramener à Yaoundé aujourd'hui, malgré la pluie. Thomas Isomba, il est enseignant, il est avec nous ce soir. C'est un plaisir de te retrouver. Bienvenue. Bienvenue. Et peut-être aussi à mon jeune frère que je rencontre pour la première fois. Bonsoir à toutes les populations d'Obissa. Donc je suis sûr qu'en ce moment, ils sont peut-être, c'est aussi vrai que là-bas, on a des soucis un peu avec l'énergie. Bonsoir population de Ngoumo et surtout d'Abang et bonsoir à mes illustres co-panélistes. Bonsoir aux millions de téléspectateurs d'Info TV. Et je remercie encore votre gratitude. C'est-à-dire que je participe à ces agapes intellectuelles. J'espère que je serai à la hauteur d'apporter une pierre
par rapport au thème et surtout à la construction de la nation. Je n'en doute aucunement. On va dire bonsoir à Jean-Claude Lendio Kemvo qui est avec nous ce soir. Il sera la voix de la société civile. Bonsoir coach et merci d'être là ce soir. Bonsoir Madame Rosalie et bonsoir aux millions de téléspectateurs d'Info TV qui nous regardent actuellement. Je voudrais comme ça féliciter les braves juristes camerounais qui comme ça bravent cette adversité-là pour donner de bonnes décisions de justice. Je crois que le Cameroun a besoin qu'on ait une justice forte. Et par exemple, vous avez deux affaires qui ont attiré l'attention de nombreux Camerounais où on croyait que la justice au Cameroun était dirigée. Il y a déjà le Cabral Libi qui gagne son procès, comme revient à la place de président du PCN. Et il y a le président Serge Abouam qui a été réinstallé à la tête de la Fédération camerounaise de football. Moi, je dis bravo à ces justes-là, parce que derrière ça, il y a eu des manipulations par avant de ceux qu'on connaît pour que les sous-préfets ne donnent pas l'autorisation, mais ils ont donné. Mais nous voulons aussi saluer la population de l'extrême nord qui est actuellement sans abri à cause des problèmes naturels de débordement d'eau. Et vraiment, nous le portons dans nos cœurs et que vraiment qu'ils soient réconfortés. Comme M. le maire l'a dit, nous avons le ministre Tangandi qui est déjà là-bas avec les aides. Mais je pense qu'il faudrait parfois savoir comment donner l'aide aux gens qui sont sinistrés, qui ont tout perdu. Parce qu'en venant donner un matelas, c'est déjà bon pour se coucher, mais est-ce qu'ils vont manger? Ils ont perdu leurs bêtes, animaux et tout. Est-ce qu'on a évalué? Je pense qu'il faudrait parfois, souvent, évaluer les choses bien avant de venir au secours des gens. Mais déjà, l'aide là, le chef de l'État a bien fait. Bonsoir Jean-Claude Lendio Kemvo. Merci beaucoup. Voilà. On va également accueillir Maï Maï sur ce plateau nationaliste unioniste. Il est avec nous ce soir. C'est quoi, on s'est passé le mot pour être en noir? Toi, tu pleures quoi? Ben, je pleure rien du tout. D'autant plus que je sais que les catastrophes qui sont en train d'arriver au Cameroun sont la conséquence d'une très mauvaise gouvernance. Parce que, vous savez très bien, si on avait prévu en amont de construire des infrastructures qui peuvent permettre à ce que les débordements d'eau, n'est-ce pas, soient endigués et orientés vers une certaine direction, qu'on ne se serait pas retrouvé à des fleuves qui sortent de leur lit de manière aussi... Vous savez, des pays comme les Pays-Bas, en Europe du Nord, sont des pays qui sont pratiquement au-dessus du niveau de la mer. Mais, depuis toujours, les gouvernants ont prévu en amont le fait que le niveau de la mer peut, à un moment, le déchaînement des éléments, n'est-ce pas, peut à un moment agresser la paisibilité de la résidence des êtres humains. Ils ont donc construit comme ça de grosses digues qui font à ce que personne n'a jamais entendu qu'il y a eu un tsunami aux Pays-Bas. Il en est ainsi des côtes de certaines régions en France où, depuis le temps des rois, les rois, lui, et tout ça, bon, de grosses digues ont été construites qui font à ce que les gens sont à l'abri du déchaînement de certains éléments. Malheureusement, au Cameroun, quand il y a une région comme ça qui est identifiée comme étant potentiellement dangereuse, aucune politique n'est mise en place pour essayer de prévoir en amont que plus tard on ne se retrouve pas à perdre des enfants du Cameroun. Parce que le Cameroun... Bonsoir Maï Maï. Le Cameroun, nous avons besoin de beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources pour construire. Il ne faut pas que les gens meurent. Bonsoir Maï Maï. Merci beaucoup. Je salue les téléspectateurs, les millions de téléspectateurs, ainsi que tout le panel qui est ici. Je salue Rosalie qui porte aussi le noir comme moi.
Moi, c'est parce que je sais que le noir est une couleur d'élégance. Donc, du coup, j'ai aucun souci avec le noir. Peut-être que c'est parce que je suis élégant que je suis toujours noir. Ça, on va laisser les téléspectateurs en juger. Mais je t'ai juste dit pourquoi moi je porte du noir. Hein. C'est une couleur qui fait partie de mes couleurs préférées, avec le rouge et le bleu. Voilà, donc ce sont les 3 couleurs qui ne manquent jamais dans ma garde-robe. Je suis capable de me vêtir pendant un mois en noir, sans avoir d'œil. Mais comme nous sommes à la télé, parfois il faut des couleurs, alors on est obligé de jouer un tout petit peu. Alors je vais démarrer avec vous. Ce soir, hein, dernier salut et premier à intervenir. On le disait en introduisant cette émission, la situation de délinquance en milieu jeune interpelle au plus haut point au Cameroun. On a constaté que ça va de mal en pire avec la rentrée scolaire, à peine quelques jours, que déjà des échos nous parviennent des enfants soumis aux drogues, hein, qui ont déjà commencé à faire des leurs, ceux qui sautent déjà des barrières pour fuir, avant de revenir dans les cas des jeunes dans nos quartiers qui aujourd'hui agressent sans beaucoup de retenue. Alors on a envie de remettre à l'ordre du jour cette bataille pour lutter, en fait cette bataille contre la délinquance juvénile. À ton avis, qu'est-ce qui peut déjà justifier, on va commencer par planter le décor, qu'est-ce qui peut justifier cet état assez avancé de la jeunesse camerounaise vers les dérives? Moi, je vais être franc avec vous. Hein. Ben, c'est tout ce que j'attends de vous, Maï. C'est cette franchise. Il y a urgence à retourner à nos fondamentaux. Qu'est-ce que j'appelle fondamentaux? J'entends par fondamentaux notre façon d'élever nos enfants. Notre façon de conduire la jeunesse, les premières années de nos enfants. L'éducation parentale. Je ne parle pas d'abord d'éducation parentale. Avant même l'éducation parentale, on avait nos us, nos coutumes, nos pratiques, nos méthodes par lesquelles on introduisait les enfants dans les lois de la vie. Je veux prendre des exemples. Aujourd'hui, c'est comme si c'était un effet de mode. Quand vous avez fait votre bébé, vous allez amener chez le pasteur, on va lui mettre les mains sur la tête. Vous allez faire votre fils, on va l'amener chez le prêtre, on va lui verser de l'eau, on va lui mettre la main sur la tête. Le type qui met la main sur la tête de votre enfant là, vous savez qu'il est animé de quel esprit? Vous ne pouvez pas savoir de quel est l'esprit qu'il anime. Et quel est le mauvais esprit qu'il est en train d'inoculer comme ça dans la tête de votre enfant. Vous ne pouvez pas savoir. Dernièrement, vous aviez un sujet ici qui était très, très accrocheur. Et je vous ai expliqué comment est-ce que chez nous, le baptême se faisait. On se rappelle très bien. Voilà. Le baptême ne consistait pas à mettre les mains sur la tête d'un enfant. Et on va essayer d'avancer pour ne pas remonter. Parce que je tenais à vous rappeler que les baptêmes et tout, parce que c'est pas à l'ordre du jour, la remise en question des religions des gens. Les baptêmes n'ont pas fait du mal à beaucoup d'entre nous, parce que je crois que tous autant que nous sommes sur ce plateau, avons été pour la majorité baptisés de cette manière-là, avec les gens qui avaient des mains. Mais on a eu une éducation de qualité, on est là debout aujourd'hui avec des valeurs. Donc on ne peut pas se dire que c'est juste parce qu'on nous a pas élevés sur la toiture en disant à nos ancêtres de nous accueillir qu'aujourd'hui on a des enfants qui ont ce type de comportement. Ça, c'était juste pour directement fermer la page de la religion que vous voulez remettre sur la table. J'ai demandé comment on en est arrivé. Parce que cette même jeunesse que nous avons aujourd'hui, tous on a été jeunes au Cameroun. Pourquoi on n'avait pas les mêmes situations alors que tout ce monde a été baptisé? Pourquoi subitement le baptême va devenir un problème aujourd'hui? Non, je vais juste prendre un cas d'espèce, un cas de figure. Hein. Mais je vais te dire une chose. Il y a dans notre conduite aujourd'hui, n'est-ce pas, une façon, une forme d'abandon des canaux de vie. Nos parents c'est pourquoi je te parlais d'éducation parentale. Nos parents avaient des canons dans lesquels ils nous ont moulés. Vous comprenez? Oui. Bon, je prends un exemple. Chez ma mère, vous ne pouvez pas être assis quand un adulte est debout, jamais. Vous ne pouvez jamais être assis. Mais vous allez apprendre une de ces claques que vous ne pouvez pas imaginer. Ma grand-mère également. Mais aujourd'hui, vous avez des parents qui savent, qui estiment même que vous pouvez être debout, l'essentiel est que leur enfant soit assis. Mais attends,
qu'est-ce que nous voulons bâtir? Nous voulons bâtir, ce n'est plus ça, ce n'est plus africain ça. Nous sommes en train de vouloir construire, transposer chez nous la barbarie venue des autres. Il y a encore une fois, il y a une personne j'avais entendu un jour dire à Todd dans une émission de télévision qu'ils avaient une mission civilisatrice. Mais de quelle civilisation on parle? Notre civilisation, nous, consistait à ce que il y a dans nos forêts, il y a un arbre qu'on appelle en Bassa, on appelle ça totom. Oui, nos mamans, dans le Coran, dans la tradition culturelle des femmes, chez les Bassa, chez les Bantous, il y en a aussi chez les Bétis, chez les Bamois, chez les Banen, je connais ça. Bon, cette écorce-là, nos mamans, nos grands-mamans, la coupaient, la prélevaient, mettaient ça dans la clé. Ça sèche. Et toutes les fois que la lune apparaît, ils raclent cette écorce-là, et tous les enfants de la concession passent à la trappe. On vous met ça dans le nez, et quand vous mettez ça dans le nez, il n'y a rien d'autre dedans. Mais vous allez éternuer, vous allez enlever toute la glaire qui est dans le cerveau là. Vous allez faire sortir cette glaire-là automatiquement. Moi, je suis passé par là. Beaucoup de enfants, nos parents, nos arrière-grands-parents sont tous passés par là. Aujourd'hui, nous avons fait une fracture par rapport à notre comportement, à notre civilisation. Nous avons adopté la civilisation des autres. D'accord? Première chose, premier constat. Deuxième constat, c'est que nos enfants que nous faisons, vous comprenez, vous connaissez combien d'enfants à qui on a ramassé le placenta de la maman pour aller enterrer au village ou aller enterrer dans la concession? Non. Aujourd'hui, une femme accouche à une maternité, on prend le placenta, on met dans un sac de quelque chose et tout, on s'en va jeter n'importe où. Le placenta conserve une signification profonde par rapport au devenir de l'enfant qui a été porté par ce placenta. On ne le laisse pas n'importe où. Je vous assure que si vous regardez dans les maternités, très peu de parents, très peu de familles rentrent à la maison avec le placenta de leurs enfants. D'accord. Donc chez nous, nous sommes en train de dévoyer notre civilisation, notre méthodologie de vie, en vouloir nous imposer la civilisation des autres. D'accord. Ce qui fait à ce que les conséquences sont celles que vous voyez là. Quand on a mélangé tous les placentas, vous ne connaissez pas les esprits qui sont dans tel placenta ou dans tel autre. Et qui se mettent tout à coup, se mêlent à se passer d'un enfant à un autre et tout. Et puis on se retrouve dans la situation qu'on est. Rentrons à nos fondamentaux. Je pense que nous avons encore le temps de reconstituer notre société. Thomas Essomba, si on remonte un tout petit peu, aujourd'hui on a des messieurs et des papas qui ont une très mauvaise éducation. Je suppose que leur placenta était mélangé aussi quelque part, ou que on n'avait pas soufflé dans leurs narines. Mais malheureusement, moi je fais partie des gens chez qui on n'a jamais soufflé quoi que ce soit dans les narines. Et je prends toujours mon exemple. Mais peut-être que le placenta de votre maman n'a pas été, votre placenta quand votre maman vous a accouché n'a pas été abandonné comme ça. Non, ça me mettait même, j'étais même quelque part. Non, ça a été intégré. Je suis en villégiature comme je suis là. Non, chez les mamans, il faut respirer. Il faut respirer avec les chelets. Nous sommes au Cameroun et beaucoup de choses évoluent. Et je peux vous garantir que ce que vous êtes en train de décrire là, il y en a aujourd'hui qui ont 40 ans qui n'ont jamais vu ça avec les yeux. Ils n'ont même senti ça à côté d'eux. Mais voilà donc les conséquences. Maï, toi tu étais là quand on soufflait dans les narines, non? Dans tout le soufflage qu'on a soufflé là, on n'a pas appris aussi qu'il fallait gérer le reste. Tu as vu? Tu vois donc que malgré les soufflages là, ils n'ont pas réussi aussi avec toi. Donc c'est compliqué. Hein? L'affaire de tradition là, moi je vais revenir encore à une autre ouverture. Il parle de transposer l'éducation d'ailleurs. Moi je vais prendre ça comme ça, l'éducation d'ailleurs, sur celle que nous avons connue dans le passé, ce qui peut justifier aujourd'hui qu'on ait cette délinquance à fleur de peau. À votre avis, Thomas Essomba, qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? On a tourné le dos à la tradition, comme il le dit Maï, ou vous avez un autre regard? Je ne vais vraiment pas le dire, encore que la tradition et moi, je m'interroge beaucoup. J'ai eu le sentiment que la tradition n'existait pas, elle n'a jamais existé, elle n'existera jamais. Seuls les hommes existent et
ce sont les hommes qui constituent la tradition. Je voulais faire remarquer à mon aîné que si nous sommes d'accord que le Cameroun est pillé, c'est davantage ceux qui on a soufflé dans les narines qui pillent le Cameroun. Et ça fait partie de la délinquance. Si dans la délinquance, il ressort le mot délit, c'est effectivement, c'est un grand délit. Parce que si dans la délinquance, il y a cette conduite-là qui s'accompagne par des délits répétés sur l'angle social et sur l'angle même juridique, alors les aînés ne sont pas épargnés dans la délinquance. Mais sauf que dans le thème, vous avez ajouté juvénile, donc je vais laisser les aînés de côté. Alors, je vais dire les causes. Vous avez demandé qu'on plante le décor. C'est beaucoup. Honnêtement, s'il faut parler des causes, on n'en finira pas, mais je vais quand même... Prenez ce que vous pouvez lister. Hein, vous êtes 5. Les causes sont profondes. J'ai envie de dire que nous sommes à l'heure de la traversée. Toutes les sociétés ont connu ça. Toutes les sociétés connaissent ça. Je pense que la grande question pour ma part, c'est comment est-ce que les autres... En fait, si on estime que ça s'observe beaucoup au Cameroun, comment est-ce que les autres font pour juguler cela? Je pense que la délinquance fait partie du mouvement même de l'esprit de l'homme. Moi, si vous me permettez, je suis enseignant et je dis souvent à mes élèves que l'être humain l'esprit humain est infini. Ça veut dire que si on laisse l'homme sans les lois fortes, il déborde de toutes parts. Ça veut dire qu'il va faire du n'importe quoi. J'ai souvent pris l'exemple de la tige de cacahuète et de la tomate. Ça veut dire que si on ne prend pas les mesures fortes qu'il faut, on ne peut pas obtenir le style de fruits qu'il faut. Alors, lorsque je l'ai dit, à l'heure actuelle, est-ce que, en ce moment-ci, la société camerounaise est capable de dire, voici le but, voici le type d'homme, d'enfant que je veux? Ça, c'est la première question. Peut-être les aînés qui sont avec moi vont peut-être répondre à cette question. Est-ce que la société camerounaise à l'heure actuelle est capable de dire voici le type d'homme que je veux? Et parce que j'ai besoin d'un type d'homme, alors je prends les moyens pour cadrer, pour obtenir ce type d'homme. Vous avez l'impression que dans le passé, on avait prévu le type d'homme qu'on voulait? J'ai le sentiment parce que, et là je le rejoins au niveau de la tradition, parce que sur le plan traditionnel, je pense que lorsque je parle de la traversée, il y a cette mort de la famille. Il a posé la base de dire que nous sommes en train d'aller vers l'occidentalisation. C'est vrai. La famille telle que l'Africain le concevait, ce n'est plus le cas en ce moment. J'ai l'habitude de dire, nous en rencontrons beaucoup de cas dans le milieu scolaire, surtout moi qui suis dans la zone un peu reculée, où des enfants ne font des enfants, en fait, des enfants ne font des enfants, si vous permettez la très jeunes. Cela signifie que il y a quelque chose qui ne tient pas. La famille est en train de mourir. Je n'ai pas envie de dire qu'elle est morte, mais elle est en train de mourir et ça fait que j'ai l'habitude de dire à mes élèves que vous mettez au monde les monstres. Le monstre, c'est-à-dire quoi? J'ai souvent l'habitude de leur poser la question, est-ce que pour faire un enfant, tu es psychologiquement prêt, financièrement prêt, économiquement prêt? Alors si tu ne peux pas répondre à cette question, naturellement, tu ne peux pas assumer l'éducation d'un enfant. Tu n'as pas les capacités d'assumer l'éducation de ton enfant. Je pense que ça, c'est l'une des causes. Est-ce que les jeunes mères que nous avons, et de plus en plus, nous naissons dans les familles monoparentales. Et là, ça pose, c'est la société que je suis en train d'indexer. Est-ce que nous sommes capables de cadrer la jeunesse qui se retrouve en train de faire de ses enfants, des jeunes, des enfants qui font des enfants? Ça, c'est un grand délai. Et je vous assure, l'expérience justement de mon boulot me fait dire que lorsque on est jeune, les enfants à ce moment-là, ce n'est pas la société de M. Mailly où l'enfant était l'enfant de tout le monde. Plus grave encore, sur le plan psychologique, vous avez des enfants qui n'arrivent pas à supporter le poids psychologique de ce que, le garçon qui a fait ça au lycée, lui-même ne sait pas ce qu'il a fait. Il a vite fait de prendre une autre fille au lycée parce que lui n'est pas allé là-bas pour les enfants. Puisque dès que tu lui dis je suis enceinte, il cherche une autre. Là, à la maison, le papa n'est pas d'accord, je ne t'ai pas envoyé au lycée pour faire des enfants. La maman c'est la honte, le grand frère c'est la honte, et du coup tu te retrouves rejeté. Et du coup, tu deviens délinquant?
délinquant, je vous assure, la base que je pose là, peut-être les autres téléspectateurs et peut-être les compagnies vont réagir. Vous transmettez à l'enfant l'aigreur, l'amertume que vous recevez. Et vous dites à cet enfant, la société te hait, la société n'a pas besoin de toi. Et c'est vrai. Parce qu'au lycée, la maman est renvoyée. À la maison, le papa n'est pas d'accord. Le garçon qui a même mis la grossesse, lui-même, il s'en fiche, ça ne l'intéresse plus du tout. Tu te retrouves avec la grossesse. Qu'est-ce que la jeune mère a fait? Elle est triste. Elle traduit cette tristesse. Elle n'était pas triste. Oh ben, elle ne savait pas. Elle va donc être justement, triste, et nous indexons encore justement la société. Alors, pour dire de façon, pour résumer cela, ça veut dire que la délinquance prend directement ses bases à partir de comment est-ce que nous venons au monde. Maintenant, comment est-ce que la société essaie de juguler, d'arranger, de canaliser cela? C'est encore un autre débat. Un autre débat, peut-être la prochaine prise de parole. D'accord. Jean-Claude Lemdio Kenvo, à votre avis, c'est vrai que ce qu'il est en train de décrire, je ne crois pas qu'il y ait une fille qui est mon âge et plus, qui n'a pas subi ce genre de pression, ou un garçon. Moi, mon père nous disait que tu portes la grossesse, tu cales là-bas chez le propriétaire. On a grandi sous cette information-là. Ça nous faisait plutôt fuir. Quand un gars passait dans ton 5m50, tu courais pour fuir. Quand aujourd'hui, si on me dit que ça va traumatiser mon enfant parce qu'il lui dit que dès que tu portes rester là-bas, pardon, quelle porte est rester là-bas? Ah bon? Oui. Parce que c'est peut-être parce que vous êtes devenu tout doux là que maintenant il nous ramène ça. Tu citais aujourd'hui que les grossesses précoces, non? Oui. C'est la douceur là qui fait qu'on a les grossesses précoces. Tu vois que si tu as une mère ou un père qui t'attend à la porte tous les soirs comme un soldat, tu vas aller porter la grossesse précoce pour entrer où avec? Jean-Claude Lemdio Kenvo, est-ce que ce qu'il est en train de décrire n'est pas justement l'un des arguments qui justifie qu'aujourd'hui on ait cette jeunesse qui fait tout et n'importe quoi sans contrôle? Bon, il est dans le détail parce que je crois que dans un pays qui veut lutter contre la délinquance, et il faut avoir des institutions fortes et calquées sur les normes éthiques et hygiéniques des civilités. Parce que quand vous avez un pays qui est un peu décivilisé dans son modèle éducatif et dans la pratique même des institutionnels, ça ne peut qu'entraîner qu'aux dérives multiples. Pourquoi? Parce que quand on parle de délinquance aujourd'hui, avant d'arriver dans la délinquance juvénile, on dénombre dans notre pays, nous avons deux corrélations ici au Cameroun aujourd'hui. Nous avons connu l'époque du président Ahidjo. Et nous sommes à l'époque du président Bia. Et par contre, à l'autre époque, on a l'impression qu'il y avait beaucoup de respect. Il n'y avait pas trop de dérapage. Il y avait la peur de poser certains actes inciviques. On ne voyait pas autant de tenues indécentes dans la rue où la femme ne faisait pas n'importe quoi. Et même dans la gouvernance, aucune autorité ne prenait aucune des décisions un peu à l'emporte-pièce. Il y avait un gendarme qui était là pour réguler avant d'embrayer dans le côté traditionnel, qui était aussi un point très important. Mais aujourd'hui, on est entré dans une autre époque où il y a accrudescence de la délinquance. La délinquance, pourquoi? Parce que les gens ont amené des méthodes de gouvernance un peu narcissiques, hitlériennes, qui ont appauvri son peuple. Parce que pour que ton peuple devienne délinquant, il faut l'appauvrir. Il faut le rendre clochardisé. Il faut le rendre mendiant. C'est-à-dire que vous rendez votre peuple mendiant au point où ils deviennent des objets. Parce que si vous parlez vous parlez seulement des enfants à l'école, allez dans la rue. Quand vous pensez, vous voyez, est-ce que tu as couché ta fille pour la laisser aller chercher les hommes dans la rue pour venir te nourrir? Quand vous voyez le nombre de coins de bordel, le nombre de maquis, le nombre de bars, seulement. Quelqu'un disait un jour que le Cameroun, le nombre de biens, on a consommé autant de biens que le fleuve Sanaga, du début du fleuve jusqu'à la fin. Quand vous concevez un pays avec le modèle de consommation, d'ivrognerie, il ne peut qu'avoir des délinquances. Allez dans nos écoles de ces rentrées, il y a des enfants, on appelle ça top modèle, ils vont dans les écoles avec des tenues, mais ils ont un petit sac là, mais ils n'ont pas de cahier. Peut-être c'est des dealers. Leur travail, c'est d'aller perturber ceux qui sont là. Et les parents le connaissent. C'est pour vous dire que quand vous avez une gouvernance où personne ne veut travailler,
c'est pour la délégance, où tous les gens nommés à la tête de leur institution ne font rien. Leur seul souci, c'est de s'embourgeoiser. C'est de se foutre de l'organisation interne de leur fonction. Parce que si on se plaint chaque jour ici du milieu scolaire, des gens qui entrent avec le couteau, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui encore en train de fouiller les enfants à l'enceinte d'un établissement, on trouve les couteaux, on trouve les téléphones. Vous pensez que ces chefs d'établissement n'entendent pas? Qu'est-ce que ça coûte de mettre des forces de maintien de l'ordre à l'entrée de chaque établissement scolaire le matin pour contrôler les enfants qui entrent? Qu'est-ce qui empêche? Ça n'empêche pas. Mais c'est justement cette délinquance qui en arrive à cette situation, Jean-Claude. Dans le temps, on n'avait pas besoin d'armée devant les classes. C'est tout à fait ça. On avait peur. Il y avait le respect. C'est pour ça que M. Maé revient un peu dans le coutume ancestral, parce que cette éducation partait de la maison. On partait de la maison parce que c'était même pas seulement le père, la grand-mère devait venir te dire que tes parents faisaient comme ça. Tu voyais, on faisait des réunions familiales où il y avait le vivre ensemble. Aujourd'hui, il n'y a plus de vivre ensemble dans les familles. Dans la famille, vous avez des gens nantis qui veulent écraser les autres. Dès qu'il y a un petit mouvement comme ça, ils veulent te donner. C'est-à-dire qu'il faut faire allégeance auprès de ceux-là. Ouais. On appelle, avant, les histoires qu'on appelle cousins, oncle là, il n'y avait pas. Dans une famille, je savais que c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est mon père. C'est mon père. Donc on ne connaissait plus tantine. C'est ça qui est devenu. Et maintenant, avec l'importation des mass médias, les enfants sont aujourd'hui soumis à des télévisions, à une éducation obsolète qui vient d'ailleurs, et qui elle répercute ça à longueur de journée. Combien de fois dans ce pays, il y a un truc qu'on appelle la chicha ici là. La chicha. Mais on a interdit 100 000 fois au Cameroun. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le whisky en sachet, le tombeau, machin, tout. Il y a même le nom tombeau, ça veut dire que tu es là, tu es mort. Mais quand un ministre de la Santé interdit ces choses, chaque jour on nous parle de médicaments fermentés. C'est pour vous dire que la vraie délinquance juvénile est appliquée, on rencontre ça parmi nos élites. Parce que ces élites sont plus que les plus jeunes aujourd'hui. Les jeunes ne sont que le repli identitaire de ce qu'ils font. Le reflet. Le reflet, s'il vous plaît. Parce qu'ils sont là, ils veulent s'embourgeoiser. Quand vous avez trop d'argent, quand vous êtes trop enrichi, je vous assure que diriger n'est plus votre problème. Que les gens meurent en bas ou pas, ce n'est plus votre souci. C'est pour ça que vous voyez le Cameroun est une destination très prisée. Les gens viennent au Cameroun, c'est deuxième parce qu'ils veulent être curieux de voir ce gros pays-là où il y a tous les vices. Il y a tous les vices. C'est-à-dire que quand on va obtenir des... Parce que dernièrement, j'ai vu comment le torrent emporte un goudron qu'on venait de faire. Un goudron. C'est-à-dire c'est le torrent. Quand on fait une route, monsieur Maé, le goudron vient porter le goudron pour partir avec. Tu penses qu'on est dans quel pays là? Et il n'y a pas de punition. Il n'y a rien, j'ai vu. Il y a des villages aujourd'hui qui sont coupés du reste du monde. Les gens ne peuvent plus aller chez eux. Donc moi je dis, les jeunes ne sont que le reflet de ce que nous les parents. Parce que les parents n'éduquent plus leurs enfants aujourd'hui. Avant même, quand tu avais un ami, avant que nos filles n'aillent en mariage aujourd'hui, il y avait des enquêtes de moralité. C'est-à-dire que quand je viens demander Rosalie à mariage, on envoie des gens enquêter chez moi pour savoir si je ne suis pas d'une famille compliquée ou sorcière. Je cherche aussi à savoir. Mais aujourd'hui, on nous impose, on vous dit, tu restes là, l'enfant vient. Vous voyez les gens qui arrivent chez vous, et vous trouvez ces enfants en train de fumer. Avant, il n'y avait pas de stupéfiants. Peut-être qu'il n'y avait pas trop. À l'époque, on ne parlait même pas de ça. Aujourd'hui, on arrache le cargo chaque jour. Je parle de l'époque avant 82. Il n'y avait pas. On ne parlait même pas de ça. Aujourd'hui, chaque jour, vous voyez, on enlève le camion, on arrête on ne brûle même pas, vous avez, on met ça dans les brigades de gendarmerie. Après, on ne connaît même plus la destination. Et parce que cette truc-là se fumait par tout le monde. D'autres disent que c'est le médicament. Dans un pays, il faut... c'est pour ça que j'ai félicité les braves juristes qui ont pour la première fois au Cameroun fait quelque chose d'extraordinaire en tranchant, en donnant raison aux Camerounais qui avaient justice, qui attendaient la justice. Donc vraiment, cette délinquance-là, c'est déjà exagéré. Maintenant, la véritable cause, c'est la pauvreté. C'est la pauvreté. Aujourd'hui, voici la rentrée. Il y a des parents aujourd'hui qui sont dehors là. Et les écoles, c'est-à-dire que le non-contrôle des institutions éducatives
Chacun fait ce qu'il veut. Est-ce qu'on paye la maternelle à 200 000 avant, monsieur le maire? Vous voyez les petites maternelles au 14 dit 200 000. Le parent, là, il ne mange pas chez lui. Il ne travaille pas. Et elle est bonne quelque part. Elle doit se prostituer pour payer l'école de son enfant. L'école primaire est loin. Maintenant, les écoles qui devaient être gratuites, est-ce que nous sommes dans un pays avec une direction non contrôlée? Donc, il faut vraiment effacer la délinquance par reformater nos institutions. Vous allez sûrement donner les propositions de solutions. Donc, autant de permettre à monsieur le maire Eugène François Toundé de faire sa lecture. Jean-Claude nous parle de pauvreté. Plus on est pauvre, plus on est exposé justement à des propositions de ceux-là qui entraînent la jeunesse, parce que pour lui, ça vient d'en haut. Ce sont les vieux qui entraînent les jeunes dans cette délinquance juvénile aujourd'hui, parce qu'ils ne sont pas des exemples. Donc du coup, les enfants copient. J'ai bien expliqué. Les enfants copient. Donc, c'est un peu comme un miroir. On se regarde sur nos enfants aujourd'hui. Ces enfants sont le reflet de ce que nous sommes en réalité et ce qu'on leur propose. Et du coup, pour lui, c'est là-bas qu'il faut aller travailler avant de pouvoir redresser cette jeunesse-là, les parents qui ont disparu de leur rôle primordial. Et l'alcool, en tout cas, on va globaliser ça comme ça. Le mauvais exemple qui vient d'en haut. À votre avis? Oui, je partage cet avis et ce constat qui est fait par mes copanélistes. Il faut dire que les causes de la délinquance juvénile sont effectivement liées à plusieurs facteurs. Il y a, n'est-ce pas, cette perte de nos valeurs ancestrales. Il y a notamment cette question de l'éducation au niveau de l'école. Si je parle de l'école, je vais le prendre sous un angle. L'école apprend aux jeunes parfois des choses qui conduisent à la frustration. L'échec scolaire peut conduire à la délinquance. On nous a très souvent enseigné que l'école est le seul baromètre qui permet d'avoir une ascension sociale. Et l'échec scolaire fait souvent croire à certains jeunes que, comme il a échoué à l'école, il a échoué dans la vie. Il n'est bon à rien. Il a fallu attendre la génération actuelle pour faire comprendre à certains jeunes que ce n'est pas seulement avec l'école qu'on peut réussir. Ou alors que tout le monde n'est pas fait pour l'école, pour de longues études, tel que le blanc nous l'a proposé en termes de diplôme, et que pour peu qu'on soit citoyen, on peut, n'est-ce pas, trouver son chemin pour se faire la vie. Il y a à côté de ça les problèmes des désaccords familiaux. Parce que, comme il a dit tout à l'heure, peut-être que les exemples n'étaient pas pertinents, mais un désaccord au sein de la famille peut, n'est-ce pas, aboutir à une délinquance. Il y a des gens qui, pour raison, pour une autre, ne sont pas en accord au sein de la famille, et ça peut créer la délinquance. Et il y a le facteur même de la promiscuité. De plus en plus, nous vivons dans des environnements de promiscuité qui font qu'il y a un mélange et des influences, des comportements. Il y a des choses qui nous viennent d'ailleurs, qu'on ne connaissait pas, on est obligé d'accepter. Il y a même l'exode rural, comme pour dire que, bien que la pauvreté soit une cause de délinquance juvénile, il peut même aussi arriver que l'industrialisation, le développement entraîne à la délinquance. Parce que lorsque les jeunes qui devaient peut-être rester dans l'arrière-pays sont attirés par le développement, entre guillemets, qu'ils voient en ville, et qu'ils arrivent en ville et ne parviennent pas à s'adapter, on les retrouve très souvent dans la rue. Et la délinquance juvénile au Cameroun, il faut le préciser, elle concerne les enfants de moins de 18 ans. Parce que là, ça c'est sur le plan légal. Ça veut dire quelqu'un qui a posé un acte délictueux et qui, au plan de la loi, est âgé de moins de 18 ans, on qualifierait ça de délinquance juvénile. Les psychologues pensent que c'est justement le fait d'être inadapté. Et pour les sociologues, un jeune délinquant est un jeune qui a une histoire difficile dans sa famille. Comme pour dire quoi? Les problèmes de délinquance sont liés à la fois sur le plan de la société, nos familles, sur le plan de l'éducation, sur le plan même du niveau de vie que nous avons, la pauvreté. Et M. Lemjo l'a dit, on ne peut pas être d'accord avec la délinquance juvénile, quelles qu'en soient les raisons qui peuvent pousser, qui peuvent causer. La délinquance, c'est quelque chose qu'il faut absolument condamner, et elle n'est pas le fait d'une nation.
La délinquance existe dans tous les pays du monde. Même pendant la génération de nos parents, il y avait des jeunes délinquants. Moi, j'aime toujours à dire que les mots que nous connaissons aujourd'hui ne sont pas nés aujourd'hui. Mais je crois que vous avez très bien compris que c'est l'exacerbation de cette réalité qui nous interpelle. Hein. On n'a pas dit qu'on avait un monde pur et parfait. Mais en termes de pourcentage, c'est excessif désormais. Pourcentage parce que justement, on a aussi grandi en population. On est passé de 4 millions en 1972 ou 1975 à pratiquement 30 millions en 2024. On ne peut plus ressentir l'impact au même niveau que si nous étions à ces années antérieures. Il va sans dire que l'influence des réseaux sociaux, l'influence de la richesse, entre parenthèses, qui est montrée, peut justifier la montée. Et moi, le cas de Douala est même assez inquiétant. Monsieur le maire, j'ai pris une transition entre deux périodes. Le phénomène des micros à Douala qui crée de façon permanente une insécurité telle qu'on ne peut pas comprendre que des jeunes en pleine journée, en pleine capitale, arrivent à défier l'autorité. C'est justement ça qu'on veut comprendre. Comment on en est arrivé là. On est arrivé là parce que comme il a dit, il y a un peu une légèreté dans l'ascension. On doit réprimer avec la dernière énergie tous ceux qui se mettent en marge de la réglementation. Les gens ne font pas le travail. La délinquance juvénile est forcément le fait de commettre des actes délictueux. Et il y a des règles, il y a des sanctions qui doivent être appliquées. On va beau justifier, non, c'est une élite qui est derrière eux, c'est un fonctionnaire tapis dans l'ombre, peu importe d'où ça vient, on doit combattre avec la dernière énergie la délinquance qu'on ne peut pas tolérer. Je ne comprends pas, mais il fait peur désormais de se retrouver à Douala, même en pleine journée. Des gens viennent vers vous comme pour vous dire bonsoir, alors qu'ils sont en train de vous agresser, et ils peuvent même vous foutre un couteau dans le ventre, et puis ils mettent fin à votre vie. Parce qu'on a pris de la drogue, parce qu'on veut vous arracher quelque chose, parce qu'on a faim, parce que, bref, c'est des actes délictueux que nous ne pouvons pas tolérer dans un pays normal. Et je crois que, bien qu'on dise que, comme quelqu'un l'a dit, le Cameroun serait une curiosité où il n'y a que des choses injustes, même comme il y a des décisions de justice qui sont quand même rendues à la satisfaction, je crois qu'on ne peut pas tolérer que la délinquance juvénile prenne le dessus dans notre société. Les autorités se doivent de la combattre avec la dernière énergie. C'est fut le cas avec le phénomène des coupeurs de route. Mais il a fallu que les autorités prennent l'affaire à bras le corps pour qu'on arrive à voyager en paix dans l'extrême nord. Il est intolérable qu'à Douala, on n'arrive plus à circuler à Bali. C'est justement pour ça que j'ai dit tout à l'heure que les gens qui peuvent arrêter ça ne veulent pas travailler. Ils doivent travailler. Nous ne pouvons pas tolérer et accepter qu'on soit en insécurité en pleine capitale, en pleine ville, en pleine journée, du fait de nos jeunes frères, de nos enfants qui, n'est-ce pas, ont choisi des comportements déviants. Pierre Junior Satibak, vous êtes le plus jeune sur ce plateau. C'est pourquoi je vous ai réservé comme dernier à intervenir sur ce coup-là. Dites-nous, qu'est-ce qui se passe dans vos têtes pour que vous nous traumatisiez comme on est traumatisé aujourd'hui avec notre jeunesse? On se pose beaucoup de questions. Ils ont cité l'école, l'échec à l'école qui peut rendre fou. Ouais. Vous savez que les gens meurent, mais moi, c'est quand même vrai qu'on soit déjà en Europe. C'est ça, tu attends que quelqu'un s'est tué parce qu'il a échoué. On a l'impression qu'on a c'est comme si on a remplacé nos enfants par les enfants de Dieu. C'est quand même un phénomène extraordinaire. Avant là, quand tu échouais, tu rentrais même, tu avais même plus peur du foie de ton père que de l'échec que tu as eu à l'école. Aujourd'hui, tu peux te suicider que tu as échoué. Je comprends. En tout cas, expliquez-nous, qu'est-ce qui se passe? On a raté le coaching où on s'est perdu où pour qu'on ait cette version aujourd'hui de nos jeunes au Cameroun? Ok, la délinquance juvénile qui est d'abord entendue comme étant l'ensemble d'actes contraires aux lois sociales commis par les jeunes. Je vais développer ça en deux thèmes. Ou alors une démonstration à deux niveaux. D'abord, je parlerai des causes internes. Quand je parle des causes internes ici, je parlerai notamment du problème d'éducation. Oui. On parle... À la maison ou à l'école? Oui, des deux côtés. Ah d'accord. Et je commencerai même par la maison. La traversée. Parce que
les parents, à un moment donné, ont faussé quelque part. Dites-nous. Voyez-vous, l'éducation ne commence pas à l'école. Quand à la maison, un enfant commet un acte et qu'on n'est pas à même de le réprimander avec la dernière énergie, on se dit c'est l'école qui corrigera ceci, c'est faussé. Ça ne pourra pas aider, n'est-ce pas, ce dernier. Donc, les parents qui n'utilisent pas une certaine rigueur face à leurs enfants. Le fouet. Le fouet. Nous autres qui avons grandi au village, quand tu posais un acte, on te corrigeait avec la dernière énergie. On te privait même de certaines choses. C'est ce qui devrait être. Pour que l'homme noir soit éduqué, il faut le fouet. Allez-y, allez-y. Voyez-vous, il y a également ce phénomène des villes en Afrique qui ont été catégorifiées. Il y a des quartiers ici, quand on te dit, par exemple, je raconte n'importe quoi, tabac, on sait que là-bas, il n'y a que des jeunes drogués, des jeunes qui ne réfléchissent pas, qui ne peuvent pas poser d'actes responsables. Le quartier, c'est quoi? C'est Pakita. Pakita. Ici à Yaoundé. Va attendre là. Le marché Mangi. Donc c'est vous qui connaissez là où il y a. Donc quand on a. Ils vont se fâcher là-bas, vous saurez. Quand on a. Qu'il n'y a pas le réseau aujourd'hui. Quand on parle de ces quartiers-là, notamment, généralement, ça nous envoie une information comme quoi c'est un mauvais secteur. Oui. Donc, voyez-vous les enfants qui naissent dans ce genre de quartier sont déjà prédisposés à mal finir. Justement. Vous savez que l'homme est un tissu des relations. Justement. Donc, ce qui est développé dans ce secteur-là, l'enfant sera obligé de copier. Oui. Or, on a également de l'autre côté les quartiers responsables. Quand on te parle de Bastos, on se dit que là-bas, c'est vraiment waouh. Alors que il n'y a pas de souci. Donc, à un moment, là, je vais interroger l'État ou alors faire porter la charge à l'État. Parce qu'on devrait se sentir sur la même longueur. Voyez-vous, c'est-à-dire dans le clivage de la société vous dérange. Bon, ça dérange. En fait, ça dérange. Donc quand je dis vous, c'est pas vous personnellement sur le plateau, rassurez-vous. Il y a un déséquilibre. Le clivage de la société pour vous est un problème. Vous aimeriez vous sentir au même pied d'égalité. Tout à fait. Mais vous savez que depuis le temps, on a les pauvres, les modestes et les riches. Oui, on a les pauvres, on a. Maintenant, vous voulez avoir tout le monde au même niveau, comment? Mais on a également des structures qui peuvent encadrer ces jeunes-là. Voyez-vous, tout à l'heure, quand j'arrivais pour l'émission, au niveau de la pause, vous avez les tout petits enfants de 2 ans, 3 ans, qui ont les petites assiettes en train de demander... Il y a une loi qui interdit ça au Cameroun. Il y a une loi qui interdit ça au Cameroun, c'est connu. Mais il y a également un ministère, pour parler du MINAS, qui peut gérer... Il y a également le MIGEC, qui peut gérer ce genre de cas. Ce n'est On pas peut le souci. interdire. Bon, on se dit peut-être les parents n'ont pas assez de moyens pour les envoyer à l'école. Qu'est-ce que l'État fait dans ce cas? Du coup, on peut les recenser. On peut les recenser et puis, puisque quand ils sont dans la rue là et qu'ils n'ont peut-être pas réussi à avoir 500 ou 300 francs, ils vont commettre des forfaits. Ils vont vous sortir un point parce qu'ils doivent sortir. Ils ont eu des recommandations à la maison où ils doivent ramener quelque chose. Alors, voilà comment ces derniers vont se plonger dans la délinquance. Maintenant, je vais faire intervenir une deuxième cause, la cause externe. On a le phénomène des réseaux sociaux de nos jours. Voyez-vous, j'interpelle encore les parents à ce niveau. Parce qu'il est hors de question qu'on remette un téléphone à un enfant et qu'on ne soit pas même de contrôler ce que ce dernier fait de ce téléphone. Et on a cette affaire des influenceuses, comme je disais tout à l'heure. Une jeune fille te dira, je vais être comme telle. Va commencer à faire de ces vidéos, des photos, et puis les balancer sur la toile, simplement parce qu'on aimerait ressembler à X ou Y. Alors, les gens qui ont des trajectoires sans direction, mais ont beaucoup d'argent sur les réseaux sociaux. Vous trouverez, le coach l'a dit tout à l'heure, certains qui vont se permettre, qui vont commencer à prendre de la chicha. Après la chicha, ça sera des drogues. Par conséquent, ils vont poser des actes irresponsables. Donc, voilà un peu les deux causes que je pourrais... Et à ton avis, je démarre par toi, puisqu'on va faire un tour rapide de résolution. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire au Cameroun pour améliorer cette lutte et réduire les espaces et les cas de délinquance juvénile? En ce qui nous concerne, au Conseil régional jeune du centre, nous avons, en synergie avec le Sénat jeune, les députés jeunes, le Conseil national de la jeunesse du Cameroun, initié une deuxième édition
de la campagne de sensibilisation des jeunes scolarisés et non scolarisés sur notamment les discours de haine, les consommations de stupéfiants, les drogues en milieu scolaire, au respect des emblèmes nationaux. Excusez-moi, le CNJ, c'est l'affaire où il y a Fadima Toula. C'est l'affaire où il y a la présidente nationale Fadima Toula. J'ai demandé si c'est l'affaire où il y a Fadima Toula. Tout à fait. Oui, donc j'avais le bon nom. Toi, tu veux m'expliquer. Donc je vais dire que la présidente est Fadima Toula. C'est la présidente. Donc, les gens qui ne font jamais rien là, ils sont dans quelque chose jusqu'à ils vont. Bon, on dit qu'ils ne font jamais rien. Faire quelque chose. Ils vont faire apparemment. Ils font comment Dire qu'ils ne font jamais rien, ce serait peut-être exagéré parce que je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes à la 2e édition de cette grande campagne de sensibilisation. Et la première édition, vous avez sensibilisé nous étions dans le Mbamenobo. Nous sommes passés dans les lycées. Cette année, justement, je serai... vous ne les avez pas vus à Bangassina? Je serai à Bangassina cette année. Cette année, oui, Bangassina, c'est dans l'Ombamekim. Nous avons fait les 9. Donc vous êtes partis à Ombessa? On était à Ombessa. Kiki, Dek, Konyambeta, Nitoko, Makenene, Ndjiki. Bref, on a fait les 9 arrondissements du Mbamenobo. Pour sensibiliser. Pour sensibiliser. Nous sommes passés dans... On avait la latitude de visiter 2 établissements d'enseignement secondaire et puis 2 établissements d'enseignement primaire. Donc voilà, puisque on ne pouvait pas visiter tout le monde. Mais pourquoi je vous soupçonne? Pourquoi le Mbam? Pourquoi le Mbam? Parce que là, je constate que vous avez fait le Mbam. Après, en dehors du Mbam, vous êtes encore parti? Oui, j'ai fait l'Oignon Isso, j'ai fait la Liquier. Ça, c'est le centre? Je suis le président du centre. Oh, donc en fait, vous avez travaillé dans votre secteur. Justement. D'accord, c'est bon, on peut continuer. J'avais besoin de comprendre, maintenant j'ai compris. Donc, vous avez travaillé dans votre secteur. Allons-y. Donc, quand on mène ces actions, les jeunes, c'est vrai que la cible n'est pas de... On ne peut pas gagner toutes les âmes. On se dit quand même, ils nous voient, ils nous considèrent comme étant des modèles. Certains pourront vouloir nous ressembler. Donc, on aura un impact positif. Notre descente sur le terrain aura un impact positif sur ces derniers. En plus de ça, il y a des formations parallèles. Nous avons, par exemple, une structure jeune ici à l'hôtel du Plateau qui recense des jeunes et puis les forme des petits jeunes. Comme on sait que l'oisiveté en lice, s'ils ne font rien, ils vont se retrouver dans la rue. Il y a le groupe GCA. Il les forme à faire quoi? C'est dans le génie civil. Dans le génie civil, il les encadre, il fait dans les montages architecturaux, oui, et puis le bâtiment. C'est gratuit. Bon, il y a toujours quelque chose à donner. Non, tu as dit il recense. Moi, j'aime le français. Il y a des Quand on recense les gens, c'est qu'on veut aider les gens qui sont en villégiature. Justement. Donc, on n'a pas d'argent à donner. Moi, il faut me citer les choses qui sont gratuites. Voilà. Tu me cites des choses où les gens pas te payer pour se former, ça nous sert à rien. On aide de plusieurs manières. Non, on n'aide pas de plusieurs manières. Quand on devait donner 100 francs, par exemple, et qu'on se retrouve en train de donner 25, je pense que ce serait... Les délinquants qui sont dans la rue, comme vous les avez cités, n'ont pas d'argent. Je n'ai pas cité. Et si on veut les aider à se recaser dans la société, on ne peut pas leur demander de l'argent. Bon, il y a tout. Ça veut dire que ce ne sont même pas les délinquants qui parlent des jeunes et non des délinquants. Nous, on est dans la délinquance juvénile. C'est ça qu'il faut peut-être préciser. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Justement. On n'est pas avec les jeunes qui cherchent l'occupation ou qui cherchent à... Ces jeunes qui deviennent délinquants, c'est parce que ils n'ont rien à faire. Ils n'ont rien à faire. Comme je l'ai cité plus haut, ils ont connu, peut-être ils n'ont pas connu la rigueur des parents à la maison, ils se sont retrouvés dans la rue. Et puis, voilà ce que le promoteur essaye de mettre en exergue pour accompagner aussi la politique de l'État. C'est des jeunes dont les parents achètent la promotion, imposent qu'ils passent d'une classe à une autre moyennant espèce tournante et trébuchante. Qu'est-ce qu'on en fait? On accusera encore les parents, on dira qu'ils ne sont pas responsables, comme je l'ai dit tout à l'heure. Un parent normal ne peut pas payer pour qu'on avance, on fasse avancer. Mais il y en a, mais c'est ce qui fait les gens maintenant. Justement. La politique de RDPC, c'est ce que les RDPC bon, la politique de RDPC... Il faut acheter pour aller dans telle institution, il faut acheter pour aller dans tel machin et tout et tout. Donc, à ton avis, qu'est-ce qu'on fait donc pour limiter les dégâts? Lui, il a dit qu'à leur niveau, en tant que jeunes, ils essaient de servir de modèle à ces autres jeunes-là en allant vers eux pour les sensibiliser à
tourner le dos à la drogue et tout le reste. Même si j'ai un autre problème, et je vais vous réinviter pour cela sur ce plateau, tous ces mouvements de jeunes qu'on ne sait jamais comment on accède à ces groupes-là et qui, pour beaucoup de jeunes, ne sont pas connus. Donc, du coup, on ne sait pas sur quoi on s'appuie pour les prendre comme exemple. Et ça fait parfois que ça pipe le combat. On aura l'occasion, c'est pas aujourd'hui, je vous ferai revenir ici. C'est dans ce cadre-là que j'ai dit que Fadima tout. Elle-même, elle sait ce que je pense. Donc, je n'ai même pas besoin d'aller. On ne sait pas là où on parachute déjà. Même matin, on te dit président de ceci. On allait la prendre ou le prendre où, parce qu'il y a aussi des hommes. Tu te demandes comment ça s'est produit. L'élection a eu lieu où? Les gens, tous les jeunes qu'on a au Cameroun. Le collège électoral, c'était l'équipe. C'était l'équipe. Et puis un matin, on te brandit quelqu'un. Qui, quand il parle, même parfois pour certains présidents, tu parles. Moi, j'en ai rencontré ici que pour mettre 3 phrases, tu peux même taper son ventre, les phrases ne sortent pas. Il a fait comment pour être élu? Il a battu campagne où? C'est comment? C'est de ça qu'on parle. Il faudrait aussi que quand on veut donner des exemples à ces jeunes-là, qu'on tienne compte de certains paramètres, même que c'est dans la mafia, qu'on tienne compte de certains paramètres pour nous embrouiller même et nous faire même croire que c'est bon. Tu vois un peu le truc? Donc, je n'ai pas un problème avec vous. Je vous ferai revenir ici. Fadima, tu fuis. Tu crois qu'elle fuit pourquoi? Fadima, tu ne peux pas parler quelque part ici. Elle ne peut pas tenir un débat. Et il parle à la télé, je ne suis pas en train de parler derrière les murs. C'est pour te dire. Fadima, tu parles seulement là où on va encadrer, on risque même d'écrire sur le papier. Après, elle va parler petit, et puis elle rentre s'enfermer dans un trou. Elle ressuscite. Bon, je ne vais pas te mettre là. Je peux faire assumer ce que j'ai dit toute seule. Allez, oui, c'est vrai que j'étais avec Maïe. Oui, mais c'est bien. Oui, il avait déjà la parole. Bon, moi, je dis que. Il n'avait pas encore dit sa part. Je voulais fermer un peu avec mon fils. Je n'avais même pas encore commencé. Rosalie, je mets quiconque a défi ici de me dire s'il connaît l'enveloppe qui est allouée au ministère des Affaires sociales. Mais on dit souvent c'est le parent pauvre de tous les ministères. Justement. C'est là-bas qu'il faut gonfler l'enveloppe pour qu'on multiplie les centres de correction et de rééducation comme Betamba. Vous connaissez Betamba? Oui. Betamba, c'était un centre de correction et de redressement. Tu peux avoir eu un père de l'armée et tu ne connais pas Betamba. Voilà. C'était un centre de correction et de redressement. Ça, il faut en multiplier dans toutes les communes. Et ça relève du ministère des Affaires sociales. Et il faut qu'on intègre dans les écoles normales, dans les écoles de formation et tout, une filière qui est consacrée au redressement civique des enfants égarés. Il y a autre chose, c'est que les gens ne tiennent pas compte du stress des enfants. On voudrait acculer les enfants sans tenir compte de ce qu'eux ressentent. N'est-ce pas? Nous mettons nos enfants dans un stress. On doit créer quoi? Des spas où on va les masser? Non, ce n'est pas ça. Lorsque les couples ne sont pas en harmonie. Mais nos parents bagarraient. Je dis, vous avez un problème. Mais attends, les parents bagarraient jusqu'à les casser le mur. Les bagarres qu'on se dit. Attention, les salons qu'on met sur les enfants, c'est aussi mauvais. Comment? Les bagarres sont mauvais. Il y a des filles et tout. Non, laissez les filles et tout. Des filles de maman. Quand vous ne les avez pas fouettées, vous les laissez. Non, on n'aime pas les bastonnades. Non, la bagarre, ça peut. J'essaie de trouver ce qui va stresser un enfant au point. On doit chercher quoi, les psychologues maintenant. Je vais vous dire ce qui peut stresser un enfant. Il y a des choses qui peuvent stresser un enfant, c'est-à-dire que le fait de vouloir faire croire à l'enfant que c'est lui qui passe avant, tout. Qui passe avant son père. Est-ce que c'est un stress pour lui? Attention, à l'aise. Non. Le seul fait de faire croire à l'enfant qu'il passe avant son père, à côté de sa mère. Oui. N'est-ce pas? Le jour qu'il constate que non, dans cette maison il y a une autorité, il se met dans une position de stress où il essaie de créer une forme de rivalité entre lui et son père. C'est vrai pour le père, c'est vrai pour la mère. Il y a des parents, il y a des hommes qui, parce qu'ils pas trop liés à leur fille, n'est-ce pas, vous leur font croire qu'elle peut prendre dans la maison la place de leur maman. Du coup, la mère ne peut plus dire un mot
hein, au-dessus d'un autre. L'enfant va vous mettre, parce que papa va venir prendre le côté de l'enfant. Mais là, c'est la faute des parents. C'est là qu'on met l'enfant sous le stress, c'est que les parents, comme il le disait tout à l'heure, créent un climat de désaccord qui favorise la délinquance au niveau de l'enfant. Autre chose, Madame Rosalie, c'est quoi? C'est que les sociétés se bâtaient autour d'un modèle. N'est-ce pas? Tout à l'heure, l'MDO nous parlait de la période Aïdjo. Mais la période Aïdjo n'a pas bâti une période. Ce que nous récoltons aujourd'hui, c'est la conséquence de ce qu'Aïdjo a bâti. Comment oui. ça? Mais je vous le dis, parce que vous ne semez pas aujourd'hui pour récolter aujourd'hui. Quand vous semez aujourd'hui, vous allez récolter en 20 ans. Et c'est lui qui a fait le 20 ans. Laissez-moi vous dire. Ce qu'Aïdjo a récolté depuis 60, c'est la culture des patriotes et des nationalistes dans les années 50 et tout. C'est ce qui s'est récolté dans les années 50. Dans les années 60. Pour 20 ans, là, c'est 40 ans. Hein. Maintenant, Aïdjo a récolté ce que les autres avaient semé, l'avaient planté. Bon, maintenant, ce que lui il a planté, c'est ça qu'on récolte là aujourd'hui. 40 ans après. Ah, mais oui. Oh, mais ça n'a pas commencé il y a 40 ans. Hein. Ça n'a pas commencé. Il y a 20 ans, c'était pas ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé lorsque Betamba est abandonné. Ce n'est pas aujourd'hui. Ça a été abandonné. Mais parce que les gens à qui Aïdjo a laissé le pouvoir, n'est-ce pas? Les gens à qui Aïdjo a laissé le pouvoir, ils n'ont pas. Non, laissez-moi dire ce que je pense. Hein? Laissez-moi dire ce que je pense. Les gens à qui Aïdjo a laissé le pouvoir n'ont pas compris, n'étant pas préparés à la gestion du pouvoir, que il faut faire les solutions, ça se projette. Ça se prépare. C'est-à-dire qu'un centre comme Betamba, puisque la société statistiquement va gonfler, il faut multiplier les centres comme ça. À l'extrême nord, dans le sud, c'est partout. Ils n'ont pas compris. Donc il faut développer les centres de redressement. Et augmenter l'enveloppe des ministères des Affaires sociales. Il faut que ces enfants qui sont dans la rue soient encadrés. Si le ministère n'a pas les moyens de les encadrer, eh bien ils vont être abandonnés en villégiature. Et sur autre chose pour sortir pour là-dessus, Madame Royal, c'est que les modèles que nous affichons à nos enfants, les fémans, les détourneurs de fonds publics, les bandits à col blanc, vous comprenez? Les détourneurs de ceci, les détourneurs de cela, c'est eux qui aujourd'hui sont les modèles. Pour peu que quelqu'un a détourné beaucoup d'argent et qui peut venir dans un meeting de RDPC avec des cartons de sardines, des sacs de pain, n'est-ce pas? Il devient le meilleur cadre du village et tout. Et vous savez, comme il est dans une voiture rutilante, tous les enfants du village, tous les enfants veulent faire comme lui. On ne sait pas comment il a fait pour s'acheter sa voiture. Il faut que le modèle social soit reconsidéré. D'accord. Voilà. Monsieur le maire, qu'est-ce qu'on rajoute dans cette JBCR de proposition? Je pense que le chemin a déjà été tracé, parce que la question n'est pas une question nouvelle. Les psychologues, les sociologues ont pensé à plusieurs solutions pour, n'est-ce pas, mettre fin à la délinquance juvénile. Il est d'abord question d'accueillir ces gens. Lorsqu'on a accueilli des jeunes délinquants, et l'accueil peut se faire à deux niveaux. Aussi bien dans les familles, parce qu'il y a des familles où les enfants ont été chassés. Parce que je fuis la bastonnade, mon papa me tape beaucoup, je me trouve dans la rue. Donc il y a un effort de les ramener en famille. Et même parfois, en dehors des familles, il y a aussi des cases, des maisons d'accueil que le gouvernement met en place, les cases de casement. Quand on a fait des accueillis, il faut maintenant les intégrer. Quand on les intègre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les former. Des formations professionnelles, parce que ce qui est sûr, c'est qu'un jeune désœuvré va toujours être amené à se retrouver dans la rue et à poser des actes délictueux. Donc, accueillir, réintégrer, former. Et c'est important parce que la jeunesse, on l'a toujours dit, c'est le fait de la nation. On ne peut pas laisser notre jeunesse se perdre dans la rue parce que c'est elle qui doit continuer l'œuvre de construction du pays. Donc moi je pense que de tout ce que nous disons, malgré les faiblesses qu'on peut relever du côté de l'État, l'État n'est pas seulement le RDPC parce que dans ce pays, beaucoup de ministres des partis de l'opposition ont pris part à la gestion de l'État. Il faut comprendre que ce n'est pas une affaire qui relève du RDPC, c'est une affaire qui relève du gouvernement, des citoyens camerounais, qui tous sont impliqués, aussi bien au niveau des familles qu'au niveau de la société, qu'elle soit privée ou publique, et chacun doit jouer son rôle. Donc, à mon avis, il est question d'abord d'apprendre à réaccueillir ces jeunes qui sont dans les rues, ces jeunes délinquants qui se livrent à toutes sortes d'actes délictueux, surtout trouver un moyen
d'assurer leur formation et elle doit être gratuite. Parce qu'effectivement, si la formation doit être payante, vous avez dévancé ma question. Elle va constituer un frein à ce qu'il y a, n'est-ce pas, cette intégration. On doit offrir aux jeunes des formations presque gratuites pour permettre en plus qu'ils puissent auto-employer. Il ne faudrait pas les former pour aller rechercher un emploi, mais les former pour qu'ils puissent eux-mêmes directement produire quelque chose qui puisse leur permettre d'être indépendants pour assumer leur quotidien. Je crois que fait comme ça, on pourrait diminuer le phénomène qui n'est pas prêt à finir. Parce que la délinquance, elle est aussi vieille que le monde, mais on doit travailler un tout petit peu endiguer pour, n'est-ce pas, réduire son impact et le phénomène. Moi, je pense que pour trouver une solution, qu'elle soit endogène ou exogène, il faut commencer au sommet de l'État, de la gouvernance. D'accord. Il faut changer complètement les mentalités, les comportements des individus. Parce que, quel que soit ce qu'on peut implémenter comme structure de formation jeune, il y en a même déjà. Mais on trouve les jeunes à la tête des structures qui ne sont pas à leur place, qui sont déjà déformés eux-mêmes dans leur mentalité. Le choix des gens qu'on admet même dans les centres de formation, ce n'est pas des enfants délinquants. Ce n'est pas des enfants déshérités. Quand vous êtes dans une structure de jeunesse, allez chercher les enfants de la rue, allez chercher ceux qui n'ont même pas d'abri, les sans-abri, et les former directement. Mais c'est des postes, le Cameroun est très fort dans la création des postes budgétivores inutiles. Où c'est pour faire plaisir à certaines personnes qui marchent partout. Et ils vont, quand vous allez faire les tournées, comme j'ai suivi mon jeune frère faire à mon télé partout là, vous rentrez, vous laissez les mêmes problèmes que vous avez laissés là-bas. À quoi vous êtes parti donc faire quoi là-bas? Donc moi je dis, il faut commencer par le sommet et avoir un gouvernement des gens responsables qui savent ce qu'ils font là-bas, qui travaillent pour le peuple et non pour eux. Éviter le mapatisme. Les histoires où on va te nommer aujourd'hui, tu vas aller chercher tes oncles, tu vas fabriquer même les diplômes. Tout à l'heure, vous parlez sans savoir que s'il faut faire l'étude statistique, heureusement que nous on a eu un brillant ministre de la Défense qui a ouvert nos yeux avec 2 promotions de force, des gens qui avaient déjà fabriqué les faux diplômes pour faire le concours. Dans ce pays, chaque fois on a vu à la CNPS comment on a chassé beaucoup de directeurs qui ont le doctorat. Et c'est des doctorats fabriqués dans la rue. Comme il y a le non-contrôle depuis là, qui vous dit que tous ceux qui sont là, qui nous gouvernent aujourd'hui ont le vrai diplôme? Quand tu n'as pas un vrai diplôme, tu crois que tu peux travailler pour le peuple? Tu ne peux pas travailler pour ton peuple. Le ratio, c'est que tu t'embourges. C'est pour ça que les gens sont devenus riches au point où ils sont devenus aigris. Maintenant, pour eux, c'est le mal qu'ils veulent faire de notre jeunesse. Le mal. C'est-à-dire que les ivrogner et puis passer les partous, les amener dans des choses déviantes. C'est ça le jeune. Et comme ils ont l'argent, le jeune peut marcher comme il veut. La jeunesse camerounaise est perdue. Est perdue. Je prends seulement l'exemple sur l'école. Nous avons parlé de modèle d'éducation. Dans un pays où vous calquez le modèle d'éducation sur l'extérieur, vous ne pouvez pas réussir. Il faut avoir l'éducation qui est adaptée à vos conditions géographiques, à vos conditions même. Dans que tu as suivi, à l'époque, je vous dis, on parlait du Cameroun. Dans les manuels scolaires, on parlait du Cameroun. Il y avait des enfants, à l'époque d'Alain Guillaume, il y avait certains livres qui parlaient de l'histoire d'Amadou Ejo. Il y avait ces livres. Il y avait beaucoup d'autres choses qui parlaient de l'Ouest partout. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Les enfants étaient éduqués. Tu peux prendre un enfant comme ça, il te parle de l'Est, alors qu'il n'est pas là à l'Est. Il te parle de l'extrême Nord. Aujourd'hui, on voit ça seulement dans la télé. Moi, je dis, pourquoi? Parce que les gens ne travaillent pas. Aujourd'hui, nous avons les gouvernants qui ne sont plus préoccupés par la cité. On se croyait dans une cité perdue. On n'a plus, monsieur, mais tu vas
défendre. Et je n'ai pas dit le RDPC. Je n'ai pas prononcé le nom du RDPC. Votre solution dans une solution politique. Ma solution est non seulement politique. Il faut un changement. Il faut changer complètement toute la classe politique. Voilà. Mais c'est ça. La classe politique doit être... Parce que si tu enlèves seulement un maillon, les autres vont tout laisser continuer. C'est le parti au pouvoir qui fait problème, quoi. Oui, mais c'est toi, attends, ne me prête pas le mot. J'ai dit qu'il faut changer la classe politique. Si tu sais que la classe politique est incarnée par le parti au pouvoir, il faut savoir que ceux qui sont au pouvoir sont déjà limités. Ils n'ont plus de choses à proposer. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas intelligents, mais parce qu'ils ont atteint un niveau d'embourgeoisie, de richesse, au point où tout ce qu'ils ont fait là, ce n'est plus leur problème. Ça veut dire que tout peut se gâter, mais ils vont vivre à l'aise jusqu'à votre analyse est pertinente, mais peut-être la solution que vous donnez là n'est pas celle qui peut sortir du problème. C'est une question que vous avez dit de mentalité. Oui. Et ce n'est pas sûr qu'en changeant ce régime, si on n'a pas changé les mentalités de tout le monde, ceux qui viendront remplacer feront mieux. Non, je prends un exemple. Vous avez raison de fustiger ceux qui travaillent pour leur propre compte. Mais ce n'est pas ça l'unique solution. Parce qu'il y a des causes qui sont... Je crois que j'ai laissé chacun donner ses solutions parce qu'il n'y en a pas une seule unique. Oui. Donc vous allez souffrir de l'écouter donner les siennes comme il a souffert de nous écouter. Il est libre d'appuyer là où il veut appuyer. S'il veut même il saute dessus. Je suis même pour vous dire maintenant que dans un pays où il y a l'anarchie, où il y a des comportements inciviques comme au Cameroun là, quand on a conçu le modèle de démocratie sur la décivilisation comme au Cameroun maintenant, et institutionnel, il y a toujours des exceptions. Et ces exceptions sont combattues par ces médiocres-là. C'est les conséquences de prendre les médiocres pour mettre là où ils ne doivent pas être. C'est des conséquences de combattre l'excellence dans un pays qui crée la délinquance. Nous avons dans ce pays des jeunes qui peuvent... On voit comment ils tiennent. Pourquoi pensez-vous qu'un seul jeune ne peut pas venir changer tout ça? Et il peut changer. Il peut changer. Quand dans un pays, la classe politique qui gouverne le pays, c'est des gens... C'est pour ça qu'à un moment donné, on dit que le corps humain doit se reposer. Et le cerveau a besoin des éléments pour se reconstituer. À un certain âge, ton cerveau ne te donne plus les solutions. Ton cerveau veut manger, ton cerveau veut l'argent, ton cerveau veut les services. Mais là, tu ne peux plus rien. Donc maintenant, je dis, il faut le rajeunissement de la classe politique. D'accord. Thomas Essomba. Oui, à mon avis, je pense que je vais rester sur ma posture. C'est que j'ai d'abord posé combat. Je vais peut-être renverser, puisqu'il a demandé qu'on commence au sommet. Je pense que la délinquance, comme M. Omer l'a dit, c'est elle aussi ancienne que le monde. Mais au Cameroun, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit tout à l'heure que la famille est en train de mourir. Sinon, la famille est morte au Cameroun. Alors, s'il faut proposer une solution, la première solution, c'est de revitaliser la famille. Et je pense qu'on a cité aussi pas mal de conséquences, c'est-à-dire les causes. Alors, une famille pauperisée, ne demandez pas grand-chose à cette famille par rapport à la délinquance juvénile. Ça veut dire que le problème de base, j'ai dit tout à l'heure comment nous venons au monde. Et là, il a embrayé en parlant un peu des quartiers autres. Lorsque on n'arrive pas à contrôler la manière dont nos enfants font des enfants, inévitablement, on ne va pas contrôler la délinquance. Moi, je souhaite que le phénomène soit touché à la base, à sa racine. Ça veut dire que si on peut maîtriser déjà les naissances au Cameroun, je pense qu'on peut déjà commencer à toucher. Ça veut dire que si les naissances sont plus ou moins régulées, responsables, ça veut dire que je peux mettre un enfant que je peux assumer les responsabilités. Si je ne peux pas assumer ces responsabilités, je ne fais pas. Ça va me dépasser, ce n'est pas que je ne veux pas. Ça va me dépasser. J'ai donc posé le problème de la population. Planning familial, au cas où tu n'as pas les moyens de les élever. J'ai oublié la solution. Regardez la solution. Regardez la solution. Oh non, je ferme. Tu ne vas pas parler le prochain thème. Non, pardon. Voilà, c'était la solution pour le machin là. Fermer tous les lieux de jouissance. On a parlé, je parle de la famille.
Et je maintenant. Si on ferme, toi-même, tu vas pas sortir. Oui, on ferme, la délinquance va finir. C'est ça. Je veux parler ici de l'éducation. Toi-même, tu vas boire ta bière aussi. Je suis pense avec que, toi. si vous me permettez, Karl Marx disait que la conscience et la conscience du milieu, ça veut dire que la délinquance juvénile est le reflet, c'est même la conséquence de quelque chose. L'éducation. Où est-ce que le Cameroun a mis l'éducation? Qu'est-ce que l'éducation est devenue au Cameroun? Dans les brasseries. Vous avez proposé tout à l'heure, bon, est-ce qu'on peut avoir des vigiles ou des policiers dans les établissements? Non, on n'en a pas besoin. Et vous avez réagi en disant que non, en notre époque, on a fait on n'a pas besoin de ça. Mais qu'est-ce qui cause le problème maintenant que les élèves se retrouvent en train de prendre des stupéfiants? Moi, je suis enseignant. La paupérisation de l'enseignant. Qu'est-ce qui explique que moi, je traverse un élève, sachant que là, il est en train de prendre, il a même le cannabis. Ça ne me concerne pas, je passe, je fais mon cours. Qu'est-ce qui explique ça? C'est ça. Avant l'enfant, Je pense que nous devons aller vers là. Qu'est-ce qui ne va pas? Il était dit que c'est la On a déshumanisé. Non, l'enseignement. Quel est le poids de l'enseignant? De l'éducateur au Cameroun. Il représente quoi? Il est quoi? Il est paupérisé. Il est paupérisé, il lui-même est tenté, parce qu'il est supposé être le modèle. Je vous assure, l'enseignant est supposé... Non, ça c'est pas... Lui-même, il n'est pas un modèle. Non, lui-même, il n'est plus un modèle. Si la hiérarchie écrit le texte, dit que c'est il connaît la raison pour rien. Il est dans une situation... Laisse-le bavarder pour rien. Il est lié. Laisse-le bavarder pour rien. Ouais. Il est lui-même, il est dans une situation où il doit survivre. Et s'il doit survivre, je vous assure, j'attends la preuve du contraire. Quelqu'un qui cherche à survivre n'a pas de morale. Voilà. Que l'État le sache, que ceux qui nous suivent le sachent. Quelqu'un qui cherche à survivre n'a pas de morale. Honnêtement. Et j'ai dit, la délinquance est une conséquence. Elle nous dit même quelque chose. Voilà. Elle attire même notre attention sur quelque chose. Alors, ça signifie que, et là, j'ai fini donc par le sommet de l'État. Ça veut dire que tout ce que nous avons cité là, nous avons dit quelque chose. L'État a démissionné. D'accord. Ça veut dire que lorsque l'État va reconsidérer la société, c'est-à-dire jouer son rôle, c'est pourquoi il existe, parce que l'État existe par rapport à une mission, les missions régaliennes. Quand l'État au Cameroun va reprendre ses missions, je pense qu'on aura un début de solution. On aura un début de solution. Allez, on va respirer un tout petit peu, on va se prendre une petite plage publicitaire et puis on revient pour la suite. Êtes-vous prêt à obtenir une formation et un emploi garanti? L'Institut supérieur des sciences et technologies QUAM, ISTEC, est là pour vous accompagner. Inscrivez-vous maintenant et obtenez votre CQP, DQP, BTS, HND, licence et master professionnel en études médico-sanitaires, gestion, commerce-vente, génie industriel et technologique, information et communication, tourisme, hôtellerie et restauration, agriculture et élevage, carrière juridique. L'Institut supérieur des sciences et technologies QUAM, c'est des professeurs chevronnés, des programmes innovants et des installations de pointe. ISTEC, Institut supérieur d'excellence. Voilà, vous êtes toujours sur Info Télévision, l'émission c'est le grand soir de lundi à vendredi. On échange sur des sujets qui font l'actualité et bien sûr, on sait que ce problème de délinquance restera encore d'actualité au Cameroun. On va en parler comme il est sorti Thomas et Somba, entouré des deux autres pour trouver les solutions. Dernièrement, c'était dans l'eau que ça s'était coupé dans l'eau là-bas. Ou le tout aussi, ils vont nous dire que c'est la vipère qui s'est roulée sur ça avant de couper. En tout cas, souffrons simplement jusqu'au jour où on aura pitié de nous dans ce pays et on va nous débarrasser de ces gens qui viennent s'engraisser ici. Je pense qu'on aura moins de stress et de soucis. C'est mon fils, je manque. Le jour où on va nous débarrasser d'eux, parce qu'ils sont ici, là, ils nous manquent même de respect chez nous.
et ils mangent notre argent. Tu charges... Bon, là, je suis déjà en train de m'énerver. Mieux, je reviens d'abord pour continuer l'émission. Parce qu'on a des soucis aujourd'hui. On arrive à... les étrangers qui contrôlent la fibre optique d'un pays. Ah. Où ils peuvent vous priver de la communication. Ah. La fibre Vous optique. voulez... La fibre optique, c'est Cantel. Mais Cantel, c'est nous. Alors, Donc là, c'est notre là. ok. Et il y en a quand même qui ont réussi à traverser. On dit souvent que... MTN passe. Ouais, même là-bas, il faut laisser. Il a essayé tout à l'heure. C'est-à-dire que si tu WhatsAppais, oui. Mais si c'était l'appel... WhatsApp? Oh, tout se passe par WhatsApp. C'est l'appel qui est le problème. Tu crois que c'est WhatsApp? C'est Cantel qui est la fibre de WhatsApp, non? Donc là-bas, il n'y a pas de souci. C'est les appels qui ne circulent pas. Appels normaux, SMS, machin, fait fonctionnement normal. Ce n'est pas WhatsApp. Donc même si tu étais Orange ou Cantel, tu peux WhatsApper. On nous a laissé là où on va aller regarder les bêtises. On ne peut plus s'appeler. On ne peut plus causer. Et comme il y a des gens qui ne sont connectés que quand ils sont dans l'entreprise, dès qu'ils sortent de l'entreprise où il y a le Wi-Fi, ils ne sont plus connectés. Donc ceux-là, il n'y a pas moyen de les joindre. On va les voir seulement demain. Allez, on va parler à présent de logement. Je le disais à l'entame de cette émission, à cette période, si nous souffrons là, et demain avec toi, Lemdio. Mais je te préviens, c'est 3 minutes. Pas de problème. Voilà. Dès que tu débordes, je te coupe. On est d'accord, non? Tout à fait. Voilà. Il paraît qu'on souffre en ce moment. Pour avoir la maison, c'est des problèmes. Quand tu réussis même à trouver, on te dit qu'il y a le serpent. Quand tu ne trouves même pas, on te dit qu'il y a le crocodile. Vraiment, c'est compliqué, c'est compliqué. Maintenant, tu vois la qualité des maisons qu'on te donne à 50, 75 000, tu as même la chair de poule. Je ne sais pas où parle le Cameroun. Pour trouver la maison maintenant, en tout cas, je ne parle pas à ta place. Mais je voulais seulement dire que les Camerounais souffrent. Fait l'affaire des logements. Voilà un épiphénomène qu'il faut mettre vraiment... Il faut dire les vérités comme et ça se doit. Papa dit non. Au Cameroun, parfois, les gens ne veulent pas qu'on parle des choses bonnes, des décisions que le chef de l'État a eu à prendre en contactant les sociétés étrangères avec des dettes. On peut emprunter de l'argent pour venir, on parle de logements sociaux. Parce qu'il faut me circonscrire, les logements sociaux, ça veut dire que c'est les logements pour ceux qui n'ont pas de... T'arrêtes d'abord. Oui. Je ne suis pas en train de parler de logements sociaux ici. J'ai dit logement en général. Ça veut dire que moi-même qui pas chercher la maison à louer au quartier. D'accord. Donc je ne suis pas en train de chercher les problèmes de la Mindu et ces histoires qu'elle fabrique. Bon, d'accord. Bon, le problème des logements est dû au fait où les gens n'ont plus assez de moyens pour se construire. Le matériel est devenu trop cher aussi. Les prix, et nous avons un ministère de commerce qui ne veille pas à la régularité des prix sur le marché. Tantôt, je peux vous dire que c'est pour ça que je vous ai dit que nous avons des représentations de personnes à la tête des ministères qui sont inactifs. Vous savez ici que quand on parle de logement, pour construire et pour vérifier le ciment, le fer et tout ça dans les quincailleries, tous les prix sont arrêtés au ministère du Commerce. Vous comprenez? Donc maintenant, comme le matériel de construction devient trop cher, les gens font leur petit studio, ils mettent ça cher. Vous savez, le SMIC au Cameroun, c'est combien? Le logement ne peut être que cher parce que les Camerounais n'ont pas suffisamment d'argent pour payer le loyer. Je vois, il y a des studios chez moi au quartier, une chambre, un salon, 45 000. C'est même moins cher. 45 000. Mais c'est même avec tout. Mais j'ai dit, c'est parce que c'est dans le quartier. Mais à côté, il y a les 60 000. C'est pour vous dire donc que autant le Cameroun, comme le maire a dit que nous sommes en train, la population est déjà à 35 millions. Mais quand une population s'agrandit, il faut rythmer cette population-là aux méthodes de modernisme. Si vous ne pouvez pas me dire que vous êtes en train d'augmenter la population et vous régressez plutôt. Pourtant, le Cameroun a le potentiel pour pouvoir sortir. Par exemple, avant que Kadhafi ne meure, nous apprenions que là-bas le logement était gratuit. L'eau était gratuite. Pensez-vous qu'un pays africain ne peut pas adapter ça à sa population? C'est possible. Quand vous entendrez que chez nous, si, dites-moi une seule personne qui est membre, qui n'a pas volé, et qui n'a pas volé des milliards,
Dites-moi une seule personne. Parce que quand vous voyez le nombre de milliards qu'on dit chaque jour que les gens ont détourné, ça veut dire qu'avec ce même nombre de milliards, on pouvait donner l'électricité gratuite aux gens, donner les logements gratuits. C'est-à-dire que payer même les santé gratuite. C'est le chef d'État qui avait sorti le slogan santé pour tous en l'an 2000. C'est le chef de notre chef d'État qui avait parlé de l'école gratuite. Donc maintenant, au logement, chaque jour nous entendons que chacun a payé tout un village. C'est tel ministre qui paye tout un village. Vous allez même au village là où le gars est parti faire son champ, vous venez acheter encore tout. En ville, vous avez tout. Les gens vont loger comment? Les petits logements qui se retrouvent dans une ville avec l'exode rural. Et vous allez voir les gens à 10 dans une chambre. Madame, j'ai vu, j'ai marché quelque part par curiosité. Tu vois quelqu'un louer un studio. Le soir, viens voir les gens qui dorment dedans. C'est-à-dire que ça, il y a des ennemis ici au Cameroun qui font c'est comme ça. Ils vont remplir les maisons partout, ils vont vivre comme ça. Mais c'est pas normal. C'est toujours le problème de gouvernance qui fait que les gens n'aient pas vraiment le logement de Pierre Julien Satibak, le calvaire des Camerounais, c'est d'avoir même une maison aujourd'hui au Cameroun. Comment ça se fait et comment on peut résoudre le problème? Bon, la difficulté, d'abord, c'est que les Camerounais n'ont pas assez de moyens. N'ont pas assez de moyens. Et puisqu'ils n'ont pas assez de moyens, ils devraient faire confiance à la jeunesse camerounaise. Voyez-vous, combien de fois est-ce que l'État consulte les jeunes sortis de Polytech, de l'école des travaux? Je vous ai parlé tout à l'heure du groupe Talent GCA. C'est un jeune. Attends. Non, c'est une façon de... Une façon de faire quoi? Une façon de faire quoi? C'est une façon de vous dire combien de fois les jeunes pas compris. Sont talentueux. Quand je me lève pour aller chercher ma maison à louer, en quoi ces structures-là peuvent m'aider? Justement. Pour trouver la maison à louer moins cher. Donc impacter chez le bailleur. Pour qu'on réduise le coût de la maison. J'allais chuter par là. On a peu de réalisation. On a peu de maisons construites. Alors que nous avons de la ressource humaine pour que les maisons poussent de jour en jour. Qui va construire? Justement, j'énumérais déjà ces structures. Non, vous n'avez pas compris. Vraiment. Je repose ma question. Quand je pars chercher la maison à louer, c'est l'État qui doit nous construire les maisons. C'est ce que vous dites? L'État devrait d'abord permettre à ce qu'on ait assez de moyens pour construire ces maisons. Je veux comprendre. On a des difficultés à avoir des maisons simplement parce que elles ne sont pas nombreuses. La genèse du problème ici, c'est parce que les gens n'ont pas assez de moyens. Pourquoi est-ce que vous-même, vous n'avez pas une maison actuellement? Je raconte n'importe quoi. C'est vrai que tu racontes n'importe quoi. Simplement parce que peut-être il n'y a pas assez de moyens, il n'y a pas d'argent. Parce que j'ai une maison, n'importe quoi. Tu racontes n'importe quoi. Il n'y a pas assez de moyens. Donc, non, j'ai une maison. Donc tu as pris le mauvais exemple. Il faut aller chercher Je retire. Donc une façon de dire, Madame Rosalie, l'État devrait faire confiance à la jeunesse. L'État pourrait financer également cette jeunesse. Puisque, voyez-vous, les jeunes sont pleins d'énergie de nos jours. Les drogués là, ou ceux qui sont pas drogués, ils sont déjà des drogués. Au ministère, par exemple... mais les gens, le financement prend d'autres directions. Nous, par exemple... Ne faites pas comme si l'État ne donne pas l'argent. Bon. L'État donne l'argent à ses membres du gouvernement, ça prend d'autres directions pour le financement des jeunes. C'est pas encore arrivé à notre niveau. Bon, on vous finance quand même pour les voyages, pour balader. Mais tu payes on n'a pas de tu vois avec ton argent. J'allais même intervenir tout à l'heure en disant qu'on prend d'énormes risques. Vous êtes arrivé à DEC. En pleine saison de pluie, nous avons traversé et ce n'était pas sur le bac. Vous allez risquer ta vie. Justement. Avec tes frères. Simplement parce que je me soucie de ceux qui sont en face. De leur devenir. On a fait presque le Cameroun. Nous étions au sud, nous étions à l'ouest et un peu de partout. Respirez. Le budget. Avant de continuer votre campagne, je repose ma question, mon téléspectateur qui me regarde, qui veut avoir une maison à louer bon prix, il fait comment?
C'est ce que je suis en train de demander là. Donc avant d'aller dans vos campagnes où vous préparez l'élection ici, il n'y a pas de souci. Dis-moi d'abord comment ma mère qui me regarde au quartier, le jeune qui me regarde et qui essaye, qui a son boulot et qui essaie de se caser, c'est de ça qu'on parle. Il y en a même qui ont leur petit boulot, qui veulent se loger, mais qui n'ont même pas où aller se loger. C'est cette solution dont on a besoin ici. Bon, je pense quand même que chacun... Parce que la construction de l'État... Je pense que chacun peut trouver sa pointure au marché. Avec le peu de moyens qu'on a, on ne peut pas manquer de logement. Avec un SMIC de 30 000. J'ai dit, avec chacun a sa pointure sur le marché. Nous-mêmes, on rencontre ces difficultés. Par exemple, pour trouver une chambre, c'est pas évident. On te tue là-bas chaque jour. Parce que c'est là-bas que c'est moins cher. Maintenant, avec tes moyens, tu fais ce que ça te permet. On peut pas mettre sa main là où on peut pas gérer tout le temps. Donc, il faudrait que l'État essaye d'appuyer. C'est pour ça que je maximise. Si j'avais un conseil à donner, c'est que l'État essaye de revoir ou alors de sa politique construire de logement. Non, on voit le prix tarifaire de construire davantage des logements sociaux. C'est un peu ça la solution. Ouais, parce qu'il y en a. quand vous voyez dans la politique du psychologue, comment je l'appelle, Abraham Maslow, c'est l'un des grands besoins dans la pyramide des besoins. Quand vous n'avez pas de logement, ça devient compliqué. Ah, Thomas. Oui. Thomas et Somba. Oui. Sors-moi au moins c'est une information. Et je vais d'abord... Je désespère. Je souhaitais d'abord poser les bases, c'est-à-dire que qu'est-ce qui fait problème? Je pense que le premier problème vient de l'augmentation de la population. La population, je vais prendre principalement Yaoundé Douala, où il y a vraiment ce manque criard de logement. La deuxième chose, c'est la très mauvaise urbanisation. J'ai souvent dit... Parce qu'il y en a une. Bon, supposons. J'ai souvent dit, nous ne serons plus là, mais dans 50 ans, quel que soit ce qu'on va faire, on va casser Yaoundé pour reconstruire. Oui, Il n'y aura rien à faire. Tout ça là ne va plus exister. Parce que on se retrouve dans une situation qu'à Yaoundé, ceux qui ont même les moyens n'ont même pas où construire. Sinon, il faut aller pratiquement du côté d'Onkola Famba. Il y a donc ce problème. 3. Le troisième problème est celui du coût. Et là, je rejoins. Le logement fait partie des devoirs régaliens de l'État. L'État a l'obligation de me loger. Mais qu'est-ce qui explique que je ne sois pas logé? Ça veut dire que là encore, je regrette que les thèmes tournent autour de... C'est-à-dire que inévitablement, on va accuser l'État. Ouais. Alors, les Camerounais n'ont pas assez de moyens pour se construire. Et lorsqu'ils construisent, la qualité ne suit pas. Plus grave, l'environnement. Allez voir où est-ce que les Camerounais habitent. Alors, si c'est moi, ma solution personnelle, moi je pense que l'État devrait, comme ça se passe ailleurs, c'est vrai, on va me dire que toute comparaison n'est pas raison, mais ailleurs, les populations, les individus ne construisent pas, sauf ceux qui ont les grands moyens. Ça veut dire que Monsieur Somba, l'État construit, me permet qu'à long terme, que je m'approprie. Oui, que je m'approprie la comme maison. dans le cycle. Comment on ne le fait pas? Qu'est-ce qui explique que l'État Qu'est-ce qui explique qu'au Cameroun, ce n'est pas le cas? Voilà. Mais c'est pas les patriotes. Je veux savoir, les moyens ne manquent pas au Cameroun. Est-ce que c'est les moyens qui... Plus grave, Yaoundé seul est un désastre écologique sur le plan du gravier. On a la pierre partout. Mais qu'est-ce qui explique que les maisons coûtent aussi cher à Yaoundé? Qu'est-ce qui explique ça? Moi, je pense que le sentiment par rapport à cette question, ça me fait un peu peiner. J'ai le sentiment que les Camerounais sont orphelins. C'est-à-dire que pour trouver un logement à Yaoundé, ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas facile. Et lorsque vous le trouvez, il est excessivement cher. Et il y a la question, qu'est-ce qu'il faut faire? J'avoue que vraiment, je ne sais pas si il y a une solution. La seule solution qui me vient, c'est que l'État recense les possibilités de terrain. Un peu comme... on peut créer la nourriture. Périphérique. Quelle est cette histoire que les terrains sont mal occupés, l'État là, regardez les... En fait, j'ai failli dire, bon, je veux quand même dire, les taudis dans lesquels nous vivons.
Non, qu'est-ce qui empêche qu'on casse et qu'on reconstruise en hauteur pour que chacun puisse avoir un logement. Pour moi, s'il y avait une solution à proposer, peut-être qu'on le met à côté de moi, il va répercuter cela. Les Camerounais vraiment sont très mal logés. Ce n'est un secret pour personne. Et ceux qui essaient même de construire, c'est la catastrophe. Allez voir dans tous les quartiers. Les gens restent dans les bas-fonds où il y a avec les immondices que vous connaissez et tout le reste. Je pense que la solution ne peut venir que d'une politique de l'État. Ça, c'est mon avis. Oui, monsieur le maire. Oui, je crois que vos sujets de ce soir sont des sujets d'un intérêt assez avéré, surtout que ça a un caractère social. Ça ne donne pas le droit à une opposition d'idées. Au contraire, on ne peut que corroborer ou alors ajouter à ce qui est dit. Je pense que autant l'habitat est un droit du citoyen, comme l'éducation est un droit du citoyen, on peut seulement constater que le problème au niveau du Cameroun, c'est comme on l'a toujours dit, l'insuffisance des ressources. Le manque de ressources empêche qu'on puisse garantir à tous les citoyens un habitat décent. Et je crois que de la même manière que le secteur privé est venu en aide à l'État pour l'éducation en construisant des établissements scolaires, de la même manière, il faudrait que le secteur privé au Cameroun vienne en aide à l'État en construisant des logements. Ça vous interrompt, c'est ça justement notre souci aujourd'hui. Le secteur privé construit beaucoup, mais seulement c'est excessivement cher, c'est coûteux. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de quadriller qui construisent, mais qu'on ait accès? Il y a un besoin de régulation. Parce que comme vous dites, le logement, ce n'est pas tellement qu'il manque à Yaoundé. Mais le bon logement est là, mais il est excessivement cher. En ce moment, il y a des appartements dans tous les quartiers de Yaoundé. Mais ce n'est pas à la portée de ces appartements sont achetés par ceux qui ont volé les milliards. On n'a même pas acheté. Même ceux qui sont en location sont disponibles, mais c'est le prix qui est exorbitant, qui n'est pas à la portée. Et puis on demande 12 euros. Donc pourquoi c'est cher? La libéralisation de ce secteur pose quand même un problème. Voilà. Dans un contexte du Cameroun où le SMIC est celui que nous connaissons, où les moyens sont difficiles. Donc moi je crois que il est de bon ton. Et je sais aussi qu'en la matière, la politique de l'État a souvent consisté à ne penser, lorsque c'est possible, à loger ses fonctionnaires. Or, il faudrait voir à un moment comment on peut étendre les logements sociaux, même aux citoyens, qui quand même ont le droit de se loger. Comment on ferait lorsque on est dans un pays et qu'on n'a pas de l'emploi et qu'on n'arrive même pas à se loger? Je crois que c'est ce qui a justifié qu'en France, dans des pays développés, on est quand même arrivé à penser à quelque chose, à un minimum qu'on garantit à ceux qui n'ont pas d'emploi. Vous avez quand même un petit minimum qui vous permet de pouvoir acheter les services dans tous les pays de cirage. Donc, si aujourd'hui au Cameroun, l'État ne peut pas garantir aux citoyens tous ces avantages, il faudrait quand même qu'il y ait une régulation en matière de logement. De même qu'on se bat concernant la santé, la santé universelle pour tous, au-delà du domaine de la santé, il faudrait aussi qu'il y ait un regard en ce qui concerne le logement, parce que vraiment c'est un problème très crucial. Les logements sont à Olympe, là, ça pourrit déjà. Il faut voir la situation dans certains quartiers pour comprendre que c'est un problème crucial. Il faudrait que le gouvernement s'y penche. Mais c'est une question d'accès à cause du prix qui est assez élevé. C'est une question de rareté. Les logements existent, mais ils sont à prix, ils ne sont pas accessibles à cause de leur prix. On sort avec vous, Maï, même si j'avais envie de faire un commentaire sur le combat pour la santé universelle, mais je passe. Je suis avec vous. Je passe. Je suis passé. Mais Rosalie, je cours même. Vous croyez que dans un contexte, dans un environnement où les gens vous vendent un sac de ciment à 16 000 francs, tu achètes le sac de ciment à 16 000. Ah, on en a eu. Hein. Je parle du logement. Je ne suis pas en train de parler des chantiers. Maintenant, vous savez combien coûte un sac de ciment au Burkina? 2 000 francs. Et ça, combien ça coûte au Cameroun? Bon, maintenant, quelle est la différence en termes de niveau de vie entre le Burkina et le Cameroun? Nous avons le groupe Lafarge qui a installé Ciment Kamla et qui en a eu
l'exclusivité réservée pendant trop longtemps. Voilà. Et ils ont classé, ils ont plafonné le prix du ciment. Les autres qui viennent s'insérer dans le secteur de la production de ciment sont obligés de se mettre à ce niveau-là. Même s'ils ont toute la volonté de casser les prix. Mais c'est parce que les gouvernants de Yaoundé, ils sont actionnaires dans ces choses-là. Les rétro-commissions par rapport aux sacs de ciment que quelqu'un achète au quartier entrent dans les sacs de gens là, le maire là, avec sa famille politique, les gens de Joula là. En réalité, notre problème au Cameroun, la maladie du Cameroun, c'est la famille Ojoula. C'est la famille Ojoula qui a par effraction, qui s'est par effraction retrouvé à la tête de la conduite des affaires de l'État, sans se préparer à cela. Ils n'ont aucun intérêt pour le confort du peuple. Je vais vous prendre des petits détails. Vous connaissez, vous savez qu'en ce moment, un pays comme l'Égypte est en train de délocaliser sa capitale. Voilà. Vous savez qu'à une certaine époque, lorsque Lagos au Nigeria a été pléthorique, les militaires ont pensé qu'il fallait faire une ville à côté, c'est-à-dire qu'ils ont créé au-dessus de la lagune du pont de Lagos, qui est sur pratiquement une trentaine de kilomètres, une autre ville à côté qu'on appelait Victoria Island. Voilà. Bon, quand ils ont vu que Victoria Island était aussi déjà surchargé, ben, ils ont pensé à Abuja. Et ça, c'est des villes qui sont urbanisées avant que les gens ne commencent à les occuper. C'est-à-dire que les canalisations d'eau sont passées, les canalisations de gaz sont passées, les canalisations électriques sont passées, on a prévu les espaces de jeu, on a prévu les jardins, les espaces publics pour la détente, pour le confort. À Yaoundé, il n'y en a pas. Et il n'y en a pas. C'est vrai que Timivuna, à un moment où il était délégué, il a commencé à essayer de créer des petites forêts urbaines qui peuvent essayer de faire ce qu'on puisse respirer. Je lui tire le chapeau pour cela. Il a quand même eu la volonté, même comme on ne lui a pas donné l'occasion de le faire beaucoup plus longtemps ou bien à une échelle beaucoup plus grande. N'est-ce pas? Mais moi, je dis c'est que quand nous ne parvenons pas à gérer l'existant, par exemple, une société d'État, parce que je vais revenir sur les constructions une minute. Je vais terminer. Bon. Vous voyez les cités, vous connaissez le carrefour Kaka? Oui. C'est dans une cité. C'est dans une cité. C'est-à-dire que la société qui est gérée, j'arrive même de la gestion de cet espace construit par l'État, ne parvient même pas à s'occuper de l'essentiel. C'est-à-dire que essayer de mettre les personnes, les gens qui y habitent dans des conditions telles qu'ils puissent avoir de la santé. Du coup, vous allez trouver des bouches d'explosion où les déchets sortent et se répandent en pleine rue. Vous voyez, il y a toutes ces choses-là. Et puis, pour ce qui est de notre société, des gens qui sont dans le privé, qui construisent les habitats à gauche et à droite, vous allez voir que il y a un phénomène récurrent qui est l'effondrement des habitats. Les gens construisent, et puis tout à coup, tout s'effondre. Les constructions sont faites sur la base d'une anarchie et d'une roublarderie que vous ne pouvez pas imaginer. Regardez comment les gars font les gens qui font le ciment, les briques là, les gens qui font les centres de fabrication de parpaings. Mais c'est des biscuits. C'est des biscuits, ces parpaings là ne sont rien. Ça a tout sauf le parpaing, ça a tout sauf être un parpaing. Du coup, vous avez des maisons qui s'effritent, qui s'écoulent, qui ne peuvent pas, parce que le béton n'a pas été bien calibré au moment où il fallait fabriquer les parpaings. Vous habitez dans une maison, le foie vous inonde et tout, vous tombez malade, les enfants tombent malades, et ça et là. Et d'abord, le coût même du studio, quand vous en avez même besoin, vous ne trouvez pas. Vous ne trouvez pas. Et autre chose, c'est que il faudrait que l'État essaye de veiller à ce que les personnes qui s'engagent dans ce créneau-là, c'est-à-dire dans l'immobilier, puissent être en règle avec le fisc. Et que nous qui sommes en location, ou les personnes qui sont en location, n'est-ce pas, que il faut permettre aux locataires de payer le fisc, de payer l'impôt à l'État, et de rétrocéder ça à son bailleur, n'est-ce pas, qu'il retire ça. Sinon l'État ne gagne rien dedans. Les gens vous donnent des prix exorbitants, des logements, des appartements meublés, des machins et tout. Ils perçoivent l'argent, personne ne verse un radis dans la caisse de l'État.
Et du coup, ça devient complètement un désordre institutionnalisé. Parce que nous nous voilons pas les yeux. Ces immeubles qui poussent par-ci, par-là, ce n'est pas les immeubles qui poussent par vous et moi, c'est les immeubles qui poussent parce que les gens ont créé les conditions pour que la guerre ne finisse pas au nozo, parce que ça paye, hein, ça leur apporte de l'argent, que on continue à détourner ça et là, la ligne 94, on peut se payer, taper plein les poches dedans et se faire de l'argent. Mais c'est à cause des gens de RDPC, là, les gens de la famille de Joula. C'est eux qui pillent le Cameroun, c'est eux qui ont détruit le Cameroun, c'est eux. Le malheur des Camerounais, c'est eux. Le jour qu'on se merci Maï, merci. Merci d'avoir été là. Merci, monsieur le maire Eugène François Toundier. Merci Thomas Essomba. Merci à Jean-Claude Lemdio au Kenvo. Et bien sûr, merci au tout nouveau. Tout nouveau qui t'a donné Tiba qui était avec nous ce soir, on le rappelle, président, j'allais dire président régional pour ce qui est justement des régions, conseil régional du centre, c'est ce monsieur qui me fatigue, président du conseil régional du centre qui était avec nous ce soir. Au plaisir de vous retrouver, Inch'Allah, demain pour un autre moment de télé. Je vous laisse en compagnie, bien entendu, du journal en langue de Shakespeare avec Lénis Ndiélé. À 20h, ce sera Claudia Ntia qui viendra vous livrer la quintessence de l'information en français. Et à 21h, Hermine Ilouga sera là pour Game of Thrones, votre débat en langue anglaise. Merci à Nissi Nomo qui était au mixage vidéo ce soir. Merci à Ismaël qui était encore derrière les caméras. On se dit simplement à demain, 17h. Bonne suite de programme sur nos antennes.